Putain, elle est bonne cette tome. On va bien puer de la gueule pour l'enregistrement. C'est ça, mais c'est pas grave. On parle. Oh putain, j'avoue, ça sent d'ici, la vache. Oh, ça rase, putain. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des grands et des petits sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Alors aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Juan. Bonjour Ilias, tu as changé de voix. Oui, je me suis fait castrer la semaine dernière. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va très très bien même en cette journée un petit peu spéciale, bien qu'on soit pas le jour pile, mais on va en parler. Exactement, nous en parlerons. J'ai avec moi également Hicham. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Très bien. Et Ilias toi, moi ça va. Moi ça va. Merci beaucoup. Ça va très bien. Voilà. Ilias qui est là, je vous rassure. Comment ça va ? Mais écoute, ça va très bien. Et toi, superbe présentatrice, très talentueuse, très charismatique. Ah, merci beaucoup. Eh bien, moi, ça va très très bien. Et nous ne sommes pas que tous les quatre, étant donné que nous avons avec nous également Alex. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comment vas-tu, Camille ? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu es merveilleuse. Je vais me faire un t-shirt avec écrit ça va très bien. Est-ce qu'on t'a pas déjà Merci entendu beaucoup. quelque part ? Ouais, je crois. Ta voix me dit quelque chose ? Il me semble que c'est sur un média relativement reconnu. J'étais déjà venu, j'avais fait le ça. début. Le niqueur de blagues. le début de l'histoire. La genèse. Écris Voilà. l'histoire. Fin de Exactement. la saison 1. Et Alex, tu n'es pas venu tout seul, étant donné que tu es venu accompagné de la charmante, de la merveilleuse, de la radieuse. Aude. Jacqueline, merde. Merci. Salut Camille. Salut. Salut tout le monde. Donc alors effectivement, épisode un petit peu spécial étant donné que nous célébrons avec un peu de retard, je vous l'accorde, la journée de la femme, des droits de la femme, Des femmes. Voilà, des femmes. Juan va nous éclaircir tout ça un petit peu plus tard, hein, voilà. Ah. Donc aujourd'hui c'est moi qui ai les commandes. Accrochez-vous bien à vos oreilles, Comme ça va d'habitude, chier. en fait, hein. C'est juste que là, on le révèle à la face du monde. Exactement. C'est toi aussi qui gère les Voilà. commandes. Je porte ce podcast Révolution. à bout de bras bras. levés. À bras Exactement. levés, c'est pas du tout l'expression. Si, On dit à bras c'est le la mienne. corps. À bras le Non, corps, c'est la mienne. Non, mais en disant, franchement. Oui, en France, je comptais, on dit ça. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, je crois qu'on commence par Juan. Oui, moi je vais vous parler de ce qui nous réunit en ce jour spécial, c'est-à-dire je vais vous expliquer un Podcast. petit peu d'où vient, non, précisément, je vais vous expliquer en fait d'où vient la journée des femmes, pourquoi on appelle ça comme ça, pourquoi il faut pas dire la journée de la femme. Et pourquoi sommes-nous aussi merveilleuses et belles ? Non, ça je vous laisserai en parler. Très bien. Alors après le sujet de Juan, c'est moi qui prends la main. Moi, je vais vous parler des règles. Allez, Voilà. Allez, comme ça c'est dit. On va. léger. sans tambour ni trombone. Facile. Exactement. On parle des règles. Ensuite, c'est Alexandre, je crois, qui va nous faire un petit sujet. Oui, De quoi oui, vas-tu c'est nous moi. parler ? Des femmes qui ont reçu un prix Nobel de sciences. On parle beaucoup de femmes dans cet Et de épisode, j'ai science, l'impression. c'est bizarre. Et de science, oui, c'est vrai. Parce que les règles sont une science, faut le savoir. C'est vrai. Ensuite, nous continuons avec Hicham. Ichouchou, de quoi vas-tu nous parler ? C'est bien moi. Moi, je vais vous parler d'une tribu très très spéciale qui s'appelle les Mozos. Donc, pas d'animaux. Non, Pas d'animaux. pas cette fois-ci. Ah là 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 là. À aucun moment On je va vais. essayer de tenir. Ouais. Et Ilias, de quoi vas-tu nous parler ? Et ben moi, je vais vous parler de Margaret Hamilton, qui est une grande scientifique, ingénieure, enfin vous verrez, qui a fait des choses magnifiques. Effectivement, Et à beaucoup qui- de chance. Et à qui on doit l'informatique moderne. Ah. Et oui. Et donc, Aude, pour ceux qui se posent la question, ne va nous parler de rien. Elle est venue pour manger de l'atome. Voilà. Exactement. Ils sont très mauvais. Non, qui sont très bons. Pas au-delà Tom. Merci Juan. Cette petite précision, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Eh bien, écoute, Juan, je pense qu'on peut commencer avec toi. C'est parti. Allez. Today, I'm focusing on women's rights and girls' education because they're suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. Alors la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Malala Yousafzai, qui est une militante pakistanaise qui a été prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans.
Putain de Dieu. Respect. Elle l'avait partagé avec une autre personne, mais c'est quand même pas mal. Et vous l'avez compris, elle parlait des droits de la femme et de leur accès à l'éducation. Donc ça a été un peu sa thèse pour ce prix Nobel. Et donc on fait un épisode thématique à l'occasion de la Journée internationale des femmes. C'est très bien. Il serait de bon ton d'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc on va attaquer, on en parlait avec le plus épineux, le nom. Si vous avez le malheur de dire Journée de la femme sur Twitter, typiquement, vous êtes mort. On pourra essayer. Vous pourriez essayer, mais ça me paraît compliqué. Donc on ne dit pas la journée de la femme. La femme, ça veut rien dire, c'est la journée des femmes. Parce que la femme, ça voudrait dire que c'est un archétype de femme à qui on offre des fleurs et qui fait la bouffe quand on rentre le soir. On n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Mais on s'y perd un peu quand même avec toutes les appellations. On a l'impression de jamais utiliser la bonne. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir parler de cette journée du 8 mars et de ne pas savoir quel est le nom en fait précis. Moi, je dis la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Bon, c'est un des noms, en effet. Yeah. Pas le plus court, mais... C'est pas le plus court, en effet. Donc l'ONU, elle a nommé la journée du 8 mars International Women's Day, ce qui se traduirait par Journée internationale des femmes. Sauf que l'ONU francophone, je sais pas qui est le traducteur, mais il s'est un peu planté, il a appelé ça la Journée internationale de la femme. Donc c'est la faute de ce mec. Ah putain. Enfin, c'était peut-être une femme, remarque, je ne sais pas. Mais... Ça marche pas avec un F majuscule. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans le fond, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce que ça change? On parle bien de l'homme avec un grand H, Bah oui. pourquoi pas de la femme avec un C'est grand une F. mauvaise traduction. Oui, mais l'homme avec un grand H, je crois C'est qu'on parle les de deux. l'humanité. Ouais, du c'est coup. vrai. c'est Alors vrai. moi je suis assez de ton avis, c'est-à-dire que c'est totalement sémantique, On est néanmoins d'accord. il y a des gens que ça énerve, donc pour ces gens, pour qu'ils ne se fassent pas un ulcère, on va parler de la journée internationale des femmes. Donc l'ONU francophone l'avait nommée journée de la femme, le gouvernement français l'a nommée la journée internationale des droits des femmes, et les militantes, on en parlait Ilias, emploient plus souvent la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est le plus long, mais c'est le plus précis pour Et ce que veut dire représentatif, cette, ouais, de la signification. cette journée. Exactement. Donc si vous voulez prendre pas de risque, on parle de la journée du 8 mars. Comme ça. Bonne fête à tous les 8 mars d'ailleurs. Bonne fête à tous les 8 mars. Bravo. J'ai un cousin qui s'appelle 8 mars. C'est vrai Franche-Comté. Ouais. C'est pas vrai. Tu mens. Mais d'ailleurs, Pourquoi j'ai demandé si c'était vrai? Mais d'ailleurs, ça ne se fête pas. Enfin, ça ne se souhaite Ça ne pas. se fête pas, c'est une journée comme, je sais pas, la journée mondiale de la paix par exemple. C'est pas une Ouais. fête. D'ailleurs, on parle de la fêter, c'est vrai qu'on est un peu con, on ne la fête pas. On la célèbre. On la célèbre, exactement. Donc, Tous les jours, madame, on la célèbre. c'est C'est un exactement. combat de tous les jours. C'est qui, c'est quand, c'est quoi. La journée internationale des femmes, elle a été officialisée par l'ONU, donc l'organisation des... Nations Unies. Merci. Je vais vérifier si vous aviez Un puntos. votre brevet des collèges. Elle a été officialisée en 1977 et on y reviendra. Du coup, le principe, c'est que je vais vous faire un petit peu d'histoire pour vous expliquer d'où ça vient. Rassurez-vous, ça va pas être très long. Je suis à fond. Je vais me faire démonter en plus parce En que l'an je suis allé un 1000. petit C'est peu Aude et moi, nous avons les oreilles déployées. Grande ouverte. Les Déployées. tympans sont ouverts. On écoute. déployé alors. Donc en 1907. Jusque-là, ça va. Très bien. Suite Cette année a vraiment existé. Suite à la création de plusieurs sections féminines dans les partis socialistes européens, il y a une institutrice et journaliste allemande qui s'appelait Clara Zetkin et qui organise la première conférence internationale des femmes socialistes. Jusque-là, ça va? Ça va. Tout le monde voit ce que c'est qu'un Aude socialiste. fait oui de la tête depuis le début. Tout le de monde voit ton ce que c'est qu'une discours. femme, très bien. Le 28 février 1909, donc 2 ans plus tard, aux États-Unis, les socialistes, encore eux, organisent une première journée des femmes, mais à l'échelle nationale. C'est pas mal déjà. Ça va toujours. Donc Ça va, 1907, on en parle. 1909, les Américains le font, mais ils le font tout seuls. Dommage. Et une seconde conférence internationale, cette fois des femmes socialistes, a lieu en 1910, toujours à l'initiative de Clara Zetkin, donc on lui doit beaucoup à cette dame. Et on suggère la création d'une journée internationale des femmes. Et la première aura lieu l'année suivante, le 19 mars 1911. Oui, c'était pas le 8. On y reviendra. On parle bien donc de journée internationale, les USA ils l'avaient fait tout seuls, et le but de cette journée c'est de faire valoir le droit de vote et d'exercer une fonction publique, aussi le droit au travail et le droit à la formation. Donc Ok. en gros on est sur l'égalité homme-femme, Ouais. pour Et surtout, résumer. absolument. surtout en autonomie, j'imagine, sans avoir le Tout à fait. besoin de. Mais c'est l'aval bien, c'est bien du de, mari. de décomposer quand on parle d'égalité des droits. On parle surtout de travail, fonction publique, formation, etc. Donc à l'aube de la Première Guerre mondiale, il y a eu pas mal de femmes à travers l'Europe qui se sont réunies pour protester contre la guerre et soutenir leurs sœurs du monde entier aux alentours du 8 mars 1913. Ça dépendait des pays. Il y en a, c'était le 6, alentours, le oui. 7, le 8, le 9, je sais pas jusqu'à quand ça allait. Tu as peut-être cette information. Absolument pas. Eh ben alors, ça valait pas la peine de la ramener. Je ferme donc ma gueule jusqu'à la fin du podcast. Donc tout le monde le célèbre là, sauf les Russes, qui l'ont célébré le dernier dimanche de février. Ah, les Russes. Et il y a une subtilité.
Mais on va y venir. Pourquoi les Russes l'ont fait en février? Voilà. En 1917, donc ça nous amène 4 ans plus tard, Ouais. les femmes russes donc souhaitent manifester à nouveau pour la paix et le retour de leur famille, parce qu'il y a 2 millions de Russes qui sont morts pendant la guerre. C'est pas mal, 2 millions de gens. Le retour de leur famille alors qu'ils sont morts. Bah, ceux qui sont pas morts. Ah Ils oui, aimeraient oui, bien oui. qu'ils reviennent du front un jour quand même. Et ça, c'est vachement dur. Et en fait, c'est une manifestation qui était, je crois, pour le pain et la paix, en gros. Ok. Bon, ce sont 2 bonnes causes. Absolument, on adore le pain, on adore la paix. Ouais, avec de la concoyote. Exactement. Sauf que le gouvernement n'était pas d'accord avec cette journée qui devait avoir lieu le dernier dimanche de février, comme elle l'avait fait pour la journée du droit des femmes. Sauf que les femmes russes, elles s'en foutent complètement. Elles y vont quand même. Et quelques jours plus tard, le gouvernement provisoire abdique et le droit de vote est accordé aux femmes. Donc ça marque aussi le premier jour de fin février De 1900. Pâques. Non. Carême. la Non. révolution russe. Oui. Ah, Oh, allez. En effet, Ah, ce jour-là, c'était le jour où tout les à l'heure. femmes russes ont obtenu le droit de vote, c'est aussi le premier jour de la révolution russe, la chute des tsars en fait. Est-ce qu'on peut faire un point sur les historiennes autour de la table qui ont été relativement silencieuses sur les questions historiques? J'ai un morceau de saucisson dans la bouche. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. On va mettre ça sur le compte du saucisson. Très bien. Vite fait. Personne ne dit rien. Donc Camille, tu nous feras peut-être d'ailleurs un truc sur la révolution russe. J'aimerais beaucoup. Très bien, comme ça on pourra Comme ça, détailler ça parce que j'en Tu suis pourras prendre la parfaitement date capable. déjà. C'est pas la bonne date? Si, mais je savais que c'était 1917. Bah Mais alors. alors après, le jour, le mois, l'année, c'est loin, quoi. Tu m'as fait peur. Donc le problème là, c'est qu'on s'en sort pas avec ces histoires de février, mi-mars, machin. Et en fait, c'est tout con. Parce que ce dimanche historique qui tombait le 23 février en Russie sur le calendrier julien, dans le calendrier grégorien, ça tombe Mais le... 8 mars. Bravo Ilias. Allez. En effet, Allez, Parce historien. qu'ils ont pas le même calendrier que nous. Non, il n'eussent Ah pas. ouais. non, non. Mais je pense que c'est la bah place qui aujourd'hui, fait si. ça, hein. Aujourd'hui, si. Oui, aujourd'hui. Oui, Ok. mais à l'époque, non, pas du tout. D'accord, ok. Non, non, mais ça va. C'était le calendrier julien. Ok, enchanté. Très bien. Donc c'est une date, le 8 mars, qui a été confirmée en 1921 par la Conférence internationale des femmes communistes, cette fois. Donc, Toujours on était côté un cran gauche, au-dessus. gauche. Toujours côté gauche. C'était donc le 8 mars en hommage aux ouvrières de Saint-Pétersbourg, ces femmes qui avaient manifesté et qui avaient obtenu le droit de vote. Donc on va faire un gros saut dans le temps jusqu'en 1945, qui est la date de la publication de la Charte des Nations Unies, qui pose le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut savoir que l'ONU elle a joué un rôle très important dans la sensibilisation et dans l'action aux côtés des militantes pour le droit des femmes, et elle continue de le faire encore aujourd'hui. Et chaque année, la journée du 8 mars, c'est l'occasion de faire un bilan sur les progrès ou les reculs qui ont été faits en matière d'égalité, et de manifester pour qu'on avance tous ensemble dans la bonne direction. Absolument. Absolument. Et donc on va traîner encore un peu la patte jusqu'en 1977, où les Nations Unies officialisent la Journée internationale des droits des femmes, et aux côtés de d'autres journées comme la Journée internationale pour la paix, par exemple, qui est aussi officialisée par l'ONU, Ok. ou d'autres journées, comme je te disais tout à l'heure, Ilias, comme la Journée mondiale de la cuisine italienne, par exemple. Et ça, c'est reconnu par l'ONU? Non, celle-ci n'est pas putain. reconnue par l'ONU. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que de la même manière qu'on n'attend pas le 17 janvier donc pour manger une pizza, ou qu'on n'attend pas le 4 février pour aller chez le médecin, la journée de la femme, c'est un symbole. C'est une date parce qu'il en fallait une, finalement. Donc je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la lutte pour les droits des femmes à l'international, c'est tous les jours, tout le temps. Et le but du jeu, c'est qu'on n'en ait plus besoin Absolument. de cette fameuse On s'en journée. débarrasse. Oui. Ah, c'est beau. Donc j'espère que j'ai pu vous éclaircir un petit peu ce qu'est la journée. Des femmes Des ou femmes, de lutte ou- pour le droit Oui, des de femmes. lutte pour le droit des Et femmes. on a oublié le mot International. international. Ah oui. Ah oui. Et oui, exact. sinon c'est les Américains. Ça va? Ben oui, Au merci top. beaucoup. Très bien. Attaquons-nous à un sujet beaucoup plus sérieux maintenant. Ben oui, oui, oui. Alors nous voilà éclairés. Maintenant, moi j'aimerais éclairer peut-être nos auditeurs masculins sur quelque chose qui vous semble peut-être être un mystère, messieurs, ne serait-ce qu'autour de cette table. Les règles. Ah, on adore Malin. les règles. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Excusez-moi, je voudrais une boîte de tampons, s'il vous plaît. J'ai réussi à éviter la catastrophe, sire, le sang ne coulera pas. Vous les femmes, vous les charmes. Ce jingle est magnifique. Merci beaucoup. Alors, le petit Légolas, Merci là, beaucoup. il a jamais été aussi bien placé. Mais je sais bien. De très bon ton. Alors, allez, rentrons dans le vif du sujet. Ilias, bouge tes petites oreilles. Aujourd'hui, nous Je allons... veux savoir. Sensible. Voilà, Je suis petit courageux, bab je veux tout savoir. fragile que tu es. On leur révèle notre secret. En fait. Exactement. Aude et moi, En fait, c'est nous du vous chiquet. révélons notre secret. Je vais vous parler des règles. Donc alors,
encore aujourd'hui, en y réfléchissant, j'ai constaté qu'il y avait une forme de tabou total autour des règles. C'est-à-dire que si je venais, si on venait à prendre un café tous ensemble et que je vous disais, en fait les gars, j'ai mes règles, je pense qu'il y aurait une forme de malaise un peu autour de la table en mode cool. C'est bien. Mais Ouais, à ton formidable. Avis, pourquoi ce malaise? Mais justement, c'est lié à la religion et à la culture, je pense. En fait, une femme qui a ses règles, ça gêne un petit peu. Le sang des règles est considéré comme sale. Souvent, les mecs, je sais pas, s'imaginent que c'est un sang qui est absolument dégueulasse. Enfin, ça reste du sang, j'ai envie de vous dire. Et je vous rassure, messieurs, nous ne perdons pas une pinte par heure. Jusque-là, ça va. Mais c'est pas du sang, c'est de la tapisserie d'utérus, non? Mais c'est du sang. On se croirait dans les Sims. C'est horrible. Donc, ce tabou, il vient à la base essentiellement des religions. Encore aujourd'hui, les religions, surtout juives et musulmanes, considèrent les femmes comme totalement impures durant leur période de règles. Par exemple, j'ai appris, et je ne le savais pas, peut-être qu'Ichouchou va nous confirmer, mais que les femmes n'ont pas le droit de pénétrer dans les parties les plus importantes de la Mecque durant leurs règles pendant la période du pèlerinage. Et au prix du pèlerinage, moi je trouve que ça fait profondément chier de payer 10 000 balles, d'arriver sur place, de constater que t'as tes règles et tu peux pas faire ton pèlerinage. Et je me suis dit qu'une femme à qui ça arrive, parce que ça a dû arriver à certaines femmes, elle a le seum sa race. Ok. Mais c'est pour ça qu'il Moi, je tiens à dire que j'avais jamais entendu les mots pénétrer, partie et pèlerinage dans la même phrase. En parlant de la Mecque. Mais du coup, j'imagine que c'est pour ça que. Enfin, non, c'est pas du tout pour ça, mais c'est du plus pratique de le faire une fois qu'une certaine sagesse a été atteinte, on va dire. Oui. Un âge relativement avancé. Après la ménopause. Oui, par exemple. C'est quelque chose qui existait déjà dans l'Antiquité chez les Grecs, je crois. J'avais vu ça au Tu pouvais pas faire ton pèlerinage à la Mecque. Non, mais tu pouvais pas, si t'avais eu tes règles, etc., tu pouvais pas rentrer dans certains sanctuaires. Ah bah oui, etc. parce que la femme est dégueulasse. Voilà, parce que tu es impure. Exactement, Du tu es sang impure. des Grecs. On est tous d'accord. Sur le fait que la femme est dégueulasse, bien sûr. oui, bien sûr. Et dans la religion juive, encore aujourd'hui, la femme ne peut pas partager le lit de son mari si elle a ses règles. Donc en gros, c'est chérie, t'as tes règles? Ah bah cette semaine, t'es sur le clic-clac, quoi. Non, Bah, non, si. pour de vrai. Bah chez les puristes, oui. C'est ce qui a marqué dans la Torah. Faire. Tu dors Mais sur oui. le clic-clac. Exactement. Putain de Dieu. C'est ça. Les claques. Tu as dit, tu dors sur le clic-clac. Alors, la Bible n'est guère plus accueillante, étant donné que je vais vous citer un petit extrait de la Bible. Allez. La femme qui a un écoulement restera 7 jours dans la souillure de ses règles. Ah, puis-je poser une question? Est-ce que ça marche pour les rhumes? Je pense qu'il s'agit d'un écoulement vaginal. 7 jours? Oui. En gros, c'est-à-dire. Pendant Non, mais- une semaine. Oui, non, mais ça. Tu es- Cette notion, je l'avais. Celle-là, je l'avais. Mais c'est-à-dire que dans l'isolement. Non, j'ai pas dit dans l'isolement. La femme qui a un écoulement restera 7 jours dans la souillure de Ah, ses dans la règles. pardon. Voilà. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Souillon. Tout lit sur lequel il se couchera pendant ses règles sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Chiant. Ouais, Donc sachant tu- que la notion d'impur, il me semble que c'est important, surtout pour les actes religieux. C'est-à-dire Bah, que de base, c'est- dans ta vie de tous les jours, on s'en fout, mais tu n'as Voilà. pas le droit de faire certains actes religieux si tu es considéré Mais comme puis impur. même, t'as pas le droit de faire la bouffe, t'as pas le droit de faire plein de choses. Non, mais si on prend pied de la lettre, faut que tu changes tout ton mobilier, en fait. Bah c'est ça. Ou alors tu tu dors restes dehors. debout tout le temps. Et le mieux du mieux, c'est si quelqu'un touche son lit ou l'endroit où elle s'est assise, il lavera ses vêtements, il se lavera dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Amen. Jusqu'au soir, oui, parce Jusqu'au qu'à soir. 19h, ça nettoie. Oui, Automatiquement. oui, C'est oui. le coucher du Ouais. soleil. Oui, bah ça lave. Hein. Voilà. C'est bien connu. Bon, du coup, les règles, ça reste tabou. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans certaines parties d'Asie, je pense que vous en avez entendu parler parce que ça avait fait pas mal de débats l'année dernière, il y a des villages où on demande aux femmes pendant leur période de règles d'aller vivre dans des petits cabanons, loin dans la nature, sauf que parfois elles crèvent de faim ou elles crèvent de malnutrition dans leurs petits cabanons. Donc c'est... Mais elles prennent pas un pique-nique? Non, mais... Mais ça, c'est récent? Oui, encore aujourd'hui, Oh, ça putain, se fait. ça craint. On les expulse du village, on leur dit « Ah, t'es règles, t'es dégueulasse, va vivre là-bas à 2 km dans le cabanon au sommet de la montagne. » À la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc non, mais je pense que moi c'est une excuse pour les hommes pour se faire des soirées cigares et, Ouais, et exactement. PlayStation. FIFA. Ouais, mais elles les ont Voilà. pas toutes en même temps. La donc, soirée FIFA des villages d'Asie. Ah, il faut savoir que quand Très les connu. femmes vivent ensemble, elles les ont Oui, souvent en même temps. Absolument. Par contre, hein. Oui. Ouais, mais pas tout un village. Bah, si elles vivent un peu en autarcie tout ensemble, Ouais. c'est possible. Hein. Ouais, c'est tout à fait Ça, c'est possible. tout un sujet, la synchronisation. Ouais, des- mais c'est incroyable. C'est ça, pratique. ça, Je sais pas si tu vas en parler ou Non, pas. mais- absolument pas. Mais j'aurais pu. Là, je viens d'y penser, mais non, pas Mais du il y tout. avait Voilà. pas mal de sujets sur les phéromones et compagnie. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un phénomène justement de côté pratique d'avoir Si, C'est sûrement, vraiment- parce que niveau. Enfin, non, je sais rien. Non, mais effectivement, d'un point de vue biologique, d'un point de vue physiologique, Mais c'est c'est peut-être. encore un mystère aujourd'hui, je crois. Je sais ça, pas. hein.
Pourquoi est-ce que toutes les femmes qui vivent ensemble ont le même... Si vous vous Toutes souvenez de les mon- femmes en même temps. Si vous vous souvenez de mon sujet, il y a quelque chose qui dit que l'utilité en tout cas l'efficacité des phéromones n'a pas été prouvée chez l'homme, enfin chez l'homme avec un grand H, dans l'humanité. Et donc, peut-être pas, non mais je parlais phéromones, mais peut-être autre chose, tu vois, dans le même genre. ouais, du coup c'est peut-être Je vous propose qu'on y revienne un jour, on aura la réponse. Oui, c'est vrai, finalement. c'est vrai. J'étais en train de faire un sujet en fait. Pardon. Désolé, tu nous as inspiré. Et donc, moi, j'ai réalisé qu'en fait, moi, la première, je m'évertue toujours à planquer mes tampons usagés vraiment en fin fond dans des trucs, etc., à vider la poubelle de ma salle de bain 20 fois par jour pendant ma période de règles, un peu à la façon d'un criminel qui cherche à planquer le corps et à faire disparaître les preuves, en fait. Il y a un dénominateur commun, le sang. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, tu te coupes le doigt, tu prends une compresse, tu la mets à la poubelle. Non, jamais dans les toilettes. Oui, à la Mais ça, rigueur. ça va bien, Mais je veux Tu me dire, poses une question tu vas pas être en mode oh mon dieu, il faut que je cache ce petit bout avec du sang, etc. En Tu effet. vas pas, voilà, c'est alors que nous, non, on essaye de faire disparaître. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Aude, mais moi, à la façon d'Émile Louis, j'essaye de planquer. Ah non, tu peux dire ce que tu veux. ça J'ai pas dépend, au milieu d'un ça lac dépend. avec Émile Louis, non. Ça dépend, chez moi je m'en fous un peu. Par contre, dans les toilettes publiques ou autres, oui. T'es en mode panique. Ouais, un peu. Voilà. C'est à cause du tabou social qui fait que Ouais, c'est on est totalement considéré ça. comme ça. Là. Mais et du coup, un beau matin, je me suis dit mais comment faisaient mes ancêtres quand elles avaient leurs règles? Parce que nous aujourd'hui, on a plein de choses qui nous le facilitent. Nos ancêtres les Gauloises. Exactement. Et donc j'ai essayé d'y répondre. Alors, j'ai commencé par le haut du haut, j'ai commencé par l'Antiquité. Voilà. Le Alors, audio. Exactement. La Top du crème. top. Alors en Égypte antique, les Égyptiennes qui étaient, je vous le rappelle, assez branchées insertion vaginale. Hein. Je vous avais parlé pendant les sextoys. Voilà. Donc elles se fabriquaient des tampons avec de la ouate et du papyrus humide, tout simplement. Oui, C'est ça pas fait con. sens. Pas con. J'avais peur des momies, mais bon, ça va. Non. C'est dégueulasse. Voilà. En Grèce antique également, les femmes se fabriquaient aussi des tampons un peu vintage. En fait, elles prenaient une branche de bois, elles enroulaient autour du tissu et voilà. Entre les gestes et le. Ça me- Et d'ailleurs, notons qu'Hippocrate à l'époque pensait que le sang des règles était le sang qui servait à nourrir le nourrisson pendant la grossesse. Et comme la femme n'était pas enceinte, le sang partait. Mais en gros, on avait des bébés vampires, quoi. À son époque, ça aurait fait sens. Oui, mais pourquoi J'aurais pas. pu accepter cette théorie. Ça nourrissait l'enfant quand il était à l'intérieur. Mais Voilà. d'accord, ok. Mais du coup, Oh non. En façon, vous savez, ces On va dans le théories-là, soi-disant, il n'y a que l'homme qui procrée, donc vous savez. oui, absolument. À Rome, comment est-ce qu'on faisait durant la Rome antique? Eh bien, on s'insérait de la laine ou des éponges de mer. Pourquoi Donc pas? le fait de se coller des trucs était quand même déjà bien Oui, oui, installé. oui, à cette époque-là, sans aucun souci. Les turbines à compression sont arrivées Est-ce qu'on beaucoup plus tard. serait sur le même principe que l'allumette et le briquet, où le briquet est arrivé avant? Est-ce que le tampon est arrivé avant la serviette hygiénique? Bah, en quelque sorte, oui. C'est formidable. Absolument. Au Japon, on mettait du papier. Alors, moi, je me suis dit, ça doit pas être très agréable, mais bon, elles font ce qu'elles veulent. Et dans certaines tribus d'Afrique, on mettait du gazon. Bah oui, Bah oui, allez, voilà. hein. Allez, comment allier foot et règles? Allez hop. YOLO. Et bio. Voilà. Et bien. Vraiment, comment allier foot et règles. Oui, ça m'est venu comme ça. Allez. Voilà. Mais la religion catholique va arriver, va intervenir là-dedans et va changer ses mœurs. Parce que s'insérer quelque chose dans le vagin, eh bien, c'est un péché, ma fille. Il faut oui. arrêter. Sauf si c'est Exactement. pour procréer. Sauf si c'est pour procréer, exactement. Donc, au Moyen-Âge, les femmes vont devoir trouver d'autres astuces. Comment faisaient-elles? Bien, la femme du Moyen-Âge, du coup, qu'elle soit femme de serre, nonne ou reine, n'utilise aucune protection, ni même sous-vêtements. Elle laisse le sang couler, Mais ça en va être avant-gargant. insupportable pour elle. Ah bah, je Ça va pense. être désagréable. Bah moi, je me suis dit, heureusement qu'à cette époque-là, la mode était aux robes longues et non pas aux shorts, quoi, parce que sinon c'était vite la galère, je pense. Et puis les jupes, enfin, Et il ne faut surtout pas que l'homme réalise qu'elle est en période de règles. C'est-à-dire que les règles doivent être quelque chose d'absolument caché, et aux yeux de l'homme, ce n'est pas censé exister. Donc j'imagine la galère quotidienne d'une femme à cette époque-là pour se planquer. elle devait passer sa vie à la piscine. Exactement. Heureusement, à cette époque, justement, on aime bien les bains et les étuves, donc le bain quotidien, ça aide à maintenir une hygiène à peu près potable. Non. Quoi, non, quand tu déverses du sang tous les jours. À il peu faut près pas- potable. Ouais. Bah, j'ai dit à peu près. Potable, contrairement à l'eau qui se trouvait dans le bain, vraisemblablement. On faisait comme on pouvait, voilà. Et à partir de la fin du Moyen-Âge, on va commencer à utiliser des langes en coton qu'on coince entre ses jambes et qu'on attache autour des hanches. Donc en fait, un genre de couche, quoi, un genre de couche culotte, voilà. On le lave tous les soirs
Et ça vous assure une discrétion incroyable auprès du voisinage, parce que du coup, le voisin qui passe dans la rue se dit « Oh tiens, la mère Nicole a suspendu ses linges, elle a ses règles, la ribaude... » Enfin bref, voilà quoi. T'aimes bien ça, ribaude. Ouais, j'adore ce mot. Et donc c'est assurément mal vu, parce qu'une femme qui a ses règles à cette époque-là, c'est une femme qui n'est pas enceinte, donc qui n'a pas rempli son devoir d'épouse, ou la vilaine. Et il y a même des médecins au Moyen-Âge qui se disent que le sang qu'on perd, en fait, c'est le sperme de l'homme qu'on n'a pas réussi à retenir. What? Oui. Qui a changé de couleur à cause de la pleine lune. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, mais ils étaient vraiment, con. Ouais, totalement. Non, mais déjà totalement niqué du cerveau et surtout mais centré sur l'homme. Alors moi, je vous déconseille de dire que l'humanité est conne au Moyen-Âge, parce que au-delà, elle va vous bouffer si vous dites ce genre de truc. Si, je suis désolé, s'ils sortaient des conneries comme ça. Non, mais surtout, ce qui est intéressant et flippant, c'est qu'ils étaient tellement centrés sur l'homme qu'ils se disaient, oh, si la femme saigne, c'est à cause de l'homme. Oui, mais t'as mis le doigt sur le problème. C'est pas qu'ils sont cons, c'est juste qu'ils sont manspread quoi, en gros. C'est totalement ça. Ah putain, ça y est, le point manspread. Bah ouais, attendez, en fait tout, l'homme c'est celui qui gère tout, c'est celui qui a le pouvoir. La femme c'est une sous-merde, faut dire ce qu'il y a. Elle n'a aucune existence, que ce soit Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais bon. Elle n'a pas vraiment d'existence même, elle est toujours soumise quelque part, même s'il y en a certaines qui ont eu du pouvoir ou autre. Oui, il y a une tutelle. Bienvenue sur France Culture. Donc c'est pas qu'ils sont cons, c'est juste qu'ils sont limités. Ils sont limités dans leur vision globale de la chose. Ils ont un prisme qui fait que... Oui, mais bien sûr. Oui, voilà, il faut toujours se remettre dans la mentalité de l'époque. J'avais juste envie de dire prisme. Mais je t'en prie, lâche-toi. Voilà. Alors, fort heureusement, les premiers sous-vêtements font leur apparition à partir de la toute fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne. Un soulagement, me direz-vous? Oui et non, parce que du coup, la femme n'a toujours pas de protection hygiénique. Et on ne change pas ses sous-vêtements tous les jours. Donc je vous raconte pas le merdier à cette époque-là, ça devient vite dégoûtant. Voilà. Mais fort heureusement, au début du 19e siècle, on industrialise en quelque sorte la fabrique de coton, ce qui fait que le sous-vêtement devient quelque chose de plus banal, de plus accessible à tout le monde. Donc il y a de plus en plus de sous-vêtements. Et en plus de ça, au 19e siècle, on découvre le fonctionnement du cycle menstruel. Ah, donc c'est pas dommage. Voilà. Pas trop tard. On comprend enfin d'où ça vient, et on a les travaux hygiénistes de Pasteur qui font qu'en plus on cherche du coup à trouver vraiment une solution durable, voilà, à trouver une solution durable pour les femmes, pour que les règles deviennent entre guillemets moins diaboliques et plus propres. Voilà. Donc on va créer au milieu du siècle une protection rembourrée en tissu qui est maintenue par une ceinture, et ça va durer ça jusqu'au milieu des années 30. Mais un peu comme la précédente qui existait. Là, en fait, si tu veux, t'es sur une ceinture en cuir ou en caoutchouc que tu portes autour de la taille, avec un crochet devant en métal, un crochet derrière en métal, et une protection hygiénique au milieu. Mais j'imagine que c'était très loin d'être à la portée de tout le monde. Ah bah oui, au début, ça ne l'est absolument pas. C'est pas avec l'arrivée des grands magasins que ça peut arriver, ces choses-là, plutôt? Si, ça se développe, mais le problème c'est que une femme dans un grand magasin va avoir honte d'aller acheter ce genre de choses. Mais ça, je vais y revenir. Mais du coup, ce système-là, il est pas très glamour, il est clairement pas confortable, mais bon, il est mieux que rien. Voilà, c'est toujours plus simple qu'un linge qu'on attachait autour de sa taille. Tout à fait. Et dans les campagnes, on garde les protections faites à la main, et en plus on raconte que la femme réglée, enfin on pense encore au 19e siècle dans les campagnes que la femme réglée est totalement impure. Par exemple, dans le Limousin, pendant la période de règles, la femme n'a pas le droit de s'approcher des ruches. Parce qu'on raconte qu'avec son regard, elle peut tuer tout un essaim d'abeilles. Génial, formidable. Les débuts de la science-fiction. Voilà. Elles n'ont pas le droit d'entrer dans la maison où on prépare de la nourriture, parce qu'on raconte que les femmes qui ont leurs règles, elles font pourrir la viande plus rapidement. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Est-ce que ça a un lien avec le caractère de merde qu'on peut avoir parfois? Peut-être. Je pense que ça a joué. Ça m'évoque des trucs, hein, l'histoire de la bouffe qui pourrit. C'est quoi le rapport entre la bouffe qui pourrit et puis le caractère de merde? Les seins d'abeilles, je peux comprendre. C'est connu comme truc. On fait pourrir la comme nourriture. Anecdote, ouais. Ouais. Ah ouais, non mais c'est con. C'est-à-dire qu'en haut, dans période de règles, ton jambon se périme plus vite. Enfin, c'est juste expliqué. C'est vrai que j'avais déjà entendu ce truc-là, mais pas comme un fait, tu vois. Non, pas comme un fait. Comment dire? Une croyance. Je sais pas, un fait divers, on va dire. Mais moi, il y a un truc qui m'étonne moins, c'est... en relativisant quand même, on parle d'une époque où on n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, où on avait la femme qui saignait, donc le sang c'était quand même pas un bon signe, de son organe reproducteur.
Donc là, on arrive dans une époque où quand même on est capable de comprendre un peu, mais je comprends que sur les temps d'avant, ce soit quelque chose de très très flippant, si tu veux. C'est Au-delà d'une société patriarcale ou quoi, on parle quand même de saigner de son organe On reproducteur. a pensé pendant des années que c'était flippant, mais au final, ça ne l'est pas tant que ça parce que ça se fait depuis des générations et des générations, donc ça ne choque plus Mais ce tant que que j'allais dire, ça. c'est que C'est ça qui est le plus impressionnant avec la règle, c'est que ça existe depuis la nuit des temps, Et ça fait toujours autant et on est flipper. encore en train de se poser des questions bien sûr. dessus, quoi. Mais non, ça a pas été. Je veux dire, là, moi, je vous parle pour l'Occident, mais ça a pas été tabou partout. Par exemple, dans les cultures mayas et aztèques, une femme qui venait d'accoucher, elle bouffait son placenta, quoi. Bah oui, mais ils aiment Juste bien le après sang. l'accouchement. Voilà, donc c'est. Et ça se fait aussi aujourd'hui encore. Oui, c'est revenu au goût moins, du jour. Moins, mais c'est revenu. ouais, C'est ça veut revenu dire, en moi, même je temps me que ferai le pas un quinoa. steak de C'est- placenta Non, après mon le accouchement, mais. le placenta, ça se vend à prix d'or parce Ouais. qu'on s'en sert pour Produits des de produits de beauté, etc. Donc, Quelle horreur. Enfin, oui, non, c'est très bien. Voilà. Et encore plus dingue, on demandait aux femmes, dans certaines régions de France, aux femmes qui avaient leurs règles, d'aller marcher dans les champs de blé parce qu'on raconte qu'une femme qui avait ses règles, elle faisait mourir les sauterelles et les chenilles. Oh mon dieu. Et là, je vous parle d'il y a 150 ans. Ah, l'enfer. Ouais, ça fait mal. Donc, nos arrière grand-mamies, elles ont battu les champs pour. C'est ça, pour buter les sauterelles. Voilà. Il les suspendait par les épaules. Non, et mais ça va, on une fait un fois tour de tous charrette. Une fois c'est tous les pratique. 28 jours, c'est honnête. Mais Oui, c'est bah pratique ça, le jour de la fin du monde. Et, Tu veux dire comme appât ou... Comme un appât, c'est ça Très bien. Ok. Non, je pense qu'il parlait des 7 plaies d'Égypte, Ouais, mais voilà. c'est ça. des 7. Bah, Ah. C'est comme ça que l'Égypte a Ah, survécu. sept. Hein. Je sais pas. Ramsès II a mis des femmes avec des règles dans les champs de blé et, Ah, et on a hop pas là. sept. Et c'est un dérapage. Alors, à la fin du 19e siècle, on a une entreprise américaine qui va mettre au point les premiers serviettes hygiéniques jetables. Mais le problème, c'est qu'elles coûtent super cher et que les femmes ont extrêmement honte d'aller s'acheter des serviettes hygiéniques. Ouais, puis Au magasin. écologiquement, c'est le fin fond du fond de la mer. Ouh là là, mais t'en fais pas, on y reviendra. Même encore aujourd'hui. Oh, mais oui, Ouais. tellement. Donc du coup, certaines boutiques ont eu une idée, c'est qu'elles plaçaient les serviettes hygiéniques à côté d'un tronc, vous savez, les troncs pour mettre de l'argent. Et la femme, comme ça, pouvait prendre discrètement sa serviette hygiénique, mettre une petite pièce et n'avait pas besoin de passer à la caisse. Elle se faisait pas remarquer. Ah. Et hop, elle se barrait Putain, avec mais ses serviettes hygiéniques c'est dans le pas sac. con du tout. Oui, c'est pas con. Enfin, oui, ce qui était encore moins con, c'était de se dire, oh, tu vois, une meuf achète ses serviettes hygiéniques, je m'en fous, quoi. C'est Enfin, normal, finalement. voilà. Exactement, voilà. Moi, ça me fait penser, tu sais, aux distributeurs qu'il y avait dans les lycées, etc., de capotes, mais aussi de serviettes, Oui, c'est vrai. qui étaient toujours dans un endroit hyper ouvert où tout le monde pouvait te regarder, acheter tes C'est capotes vrai. ou ta serviette hygiénique, et toi, tu n'osais jamais, t'étais en rade, et tu disais, putain, tout le monde va croire que j'achète Avec- une capote. Avec les gros lourdeaux du lycée qui disaient, oh, t'as tes règles. Et Voilà. c'était, tu sais, au C'est milieu pour du ça que hall. t'es chiante. Au milieu du hall. Oui, c'est Tout vrai. le monde te voit. Et je suis d'accord avec toi. Alors la première protection avec bande adhésive telle qu'on les a aujourd'hui, qui permettent du coup d'être stable sans avoir besoin d'un crochet à l'avant et à l'arrière, apparaît dans les années 60. Mais le problème c'est qu'elle était super épaisse et donc super inconfortable. Et les serviettes qu'on utilise actuellement apparaissent seulement au début des années 90. Donc c'est au final très très récent. Voilà. Ah, j'avoue. Et le tampon dans cette histoire. Alors le tampon, il est créé en 1929 par un médecin généraliste américain. Une de ses patientes lui explique qu'un jour, un jour, elle lui explique que pour ses règles, elle a l'habitude, elle, de se fabriquer quelque chose avec de la ouate et qu'elle se l'insère. Et lui, il se dit, il y a un business de dingue à se faire, il faut que je trouve une solution. Et donc, il va créer un tampon de coton. Il va le commercialiser sous le nom de Tampax. En Déjà 1936, bah, Putain. c'est le créateur de Tampax. Ouais, en fait, mais Tampax, je- voilà, est la c'est- première de tampons. vieux. Et donc, accrochez-vous bien, c'était un tampon de 5 cm de large pour 15 cm de haut. Quoi Je vous rappellerai donc Un que cigare cubain. la taille moyenne du sexe en Mais c'est une érection brique. en France est de 13,5 cm. Donc là, on Et est il ne sur, s'imbibe pas. on Mais est là- sur là- du là, plus c'est gros. Là, c'était aux qu'un pénis États-Unis, masculin. C'est peut-être pas pareil. Oui, enfin, 15 cm dans le vagin pour aller faire tes courses, c'est sympa, je te le garantis. hein. Est-ce que c'était jetable ou est-ce qu'il fallait la Non, garder non, genre c'est- pendant 5 jours je crois que c'était jetable. Mais tu te mettais une brique dans la tête. Mais Un le mec, cigare cubain. attends, mais le mec était médecin et s'est pas dit ça ne rentrera pas en fait. 5 cm de large. 5 bébé cm passe. de large pour 15 Il est médecin, cm non, de non, non, haut. le bébé passe. 5 cm de large. Je suis sûr que c'est pas 5 Il y a un, il y a un C'est problème indiqué sur le de site de Bigfoot, là. Tampax. Il y a un souci Bigfoot, là. Gate. Ouais, non, il y a un big. Attends, 5 cm. Regarde mes doigts, Camille. Regarde mes doigts. 5 cm. 5 cm de large. T'imagines ça dans la. Et de large. hein. Et surtout qu'après, ça s'imbibe, donc ça. Grossi. Oui, tel un Bon, parapluie. Hop Putain, là, mais ça s'ouvre. fallait le retirer au pied de biche. Là. Après, vu la taille, il Quelle devait pas être horreur. trop condensé, mais ok. Voilà. Ok, c'est cool. Voilà. Non, mais puis même 15 cm de long, les gars, 15 Non, mais ça, à la putain de limite, ça peut centimètres. dépasser, d'accord.
Non, mais ça peut dépasser. Non, mais, Pas gênant du tout. non, mais ça, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être gênant. Hein. Non, mais Je c'est gênant. Déjà, juste le fil. Bonjour madame. Ah, monsieur. Quelle horreur. Non, mais moi, ça fait une. Mais voilà, d'où. Je pense que ça, c'était fait exprès pour avoir une prise. Peut-être tu sortais les pinces pour mettre les bûches au feu et tu retirais le truc d'un coup. Mais là, il n'y a pas de souci. Oui. Allez, on va continuer. Bref. Et donc, aujourd'hui, du coup, dans le monde occidental, on a l'embarras du choix, un tampon, serviette jetable, serviette lavable, cup, mais il y a des failles. Ah, cup. Oui, la cup, exactement. Les failles, c'est que y a toujours énormément de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à ces moyens de protection et qui du coup continuent à utiliser des techniques old school, gazon, linge, tout ce que tu veux, exil dans la campagne. On voilà. parle de moyens de protection, de moyens de confort. Parce que du coup, c'est pas du tout une obligation. De protection qui soit confortable. Ouais. C'est, je veux dire, je pense que t'aimerais pas avoir du sang sur les cuisses H24 pendant 5 jours. Non, tout à fait, mais je Voilà. vais poser la question médicalement parlant. Je pense qu'en fait, les deux sont plutôt liés. Ça coûte une blinde. À partir du moment où on veut s'acheter quelque chose d'une marque qui soit d'une bonne qualité, ça coûte une blinde Les de essais coûtent s'acheter combien des d'ailleurs, tampons. tiens? Je n'ai aucune idée. Une boîte de tampons, t'es à 5 euros, je pense. Ouais, à peu près Et 5 combien euros. Il y en a une vingtaine, je dirais. Ouais, c'est ça. Ça dure 2 mois, quoi, en gros. Et Bah, ça dépend, non, et ça ça dépend de douille. ton... Et puis, et puis ça dépend de chaque femme, parce que chaque C'est femme ça. ne perd pas forcément la même quantité de sang, n'a pas forcément les mêmes règles plus ou moins abondantes. Donc, très vite, il y en a certaines, une boîte de tampons, ça va leur durer 1 mois, quoi. Donc tous les Absolument. mois c'est 5 balles et puis quand je sais pas t'es étudiant ou autre, ça fait quand même un budget quand t'es une femme. Absolument. Et c'est pas remboursé. Et c'est pas Ah bah non, remboursé, c'est Et bien en sûr. plus, ça fait chier de devoir les changer au taf 4 fois par jour si t'as une santé qui fait que t'as besoin de les changer 4 fois par jour. Oh, je pense que toutes les femmes vont changer leur tampon 4 fois par jour. Hein. C'est mais pas- non, c'est du coup, pas- c'est- voilà. Ne nous dites pas Ça ça va comme être si sûr. c'était une évidence. On Oui. le sait pas. Oui, Mais mais si, c'est si. c'est une évidence. Bah si, non, c'est Non, ça. on le sait pas. Non, mais voilà, moi On je va vous dis, changer je de pense quel but, je pense quatre qu'une fois par femme jour, Ouais, c'est 4 change de tampon minimum 4 4 fois minimum, ouais, c'est ça. Sachant que la nuit, on se relève pas forcément dans notre sommeil on se relève pas dans notre sommeil pour changer pendant la nuit. Donc, et après, vous avez les spéciales nuits, les spéciales machins. Alors, c'est les couches parfois où c'est incroyable. Ça dépend aussi de ta quantité de sang que tu perds. Donc, c'est un peu. C'est une galère, ouais. Oserais-je rebondir là-dessus sur une question. Je sais pas si tu voulais en parler. Il y a quand on a fait notre sondage avant le début de la saison. Ah, tu parles de la question de Ouais. In the Blix. Ouais, il y a quelqu'un qui nous a posé une question qui m'a vraiment interrogé. C'est pourquoi faire des serviettes À mémoire de jetables forme. à mémoire de forme. Ah non, mais j'en ai toujours aucune idée. Parce que Je- mémoire de forme. ok. Déjà à l'époque, je m'étais dit que je Jetable, n'avais ok. aucune idée, mais Ok. Parce que à mémoire de forme, non, parce que à mémoire de forme, enfin, À court terme, peut-être. ils te vendent quand même quelque chose qui a une certaine longueur et une certaine largeur, que tu Ça le veuilles ou prenne non. ta Enfin forme. voilà, ils Ouais. te vendent pas un blob, quoi. Hein, donc tu fais avec ce que t'as. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est gênant quand t'es une fille, c'est la largeur ou la longueur quand on te d'accord. Qui te quand on te correspond vend pas une forcément. serviette, qui est chiant, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est comme si t'avais un genre de couche dans ton slip, on va pas se mentir, donc Puis il y c'est a- désagréable. Il y a tellement de choix, etc. que là, c'est pas le truc le plus agréable du monde, on Ah bah l'avoue. non, c'est pas sympa. C'est pour pas rentrer dans les détails, mais parfois ça peut irriter. C'est très désagréable. Hein, Oui, c'est pas sympa, puis il suffit que tu portes un slim, tu te dis putain, ça se voit, ça fait du volume. Enfin, non, c'est chiant. Puis cette peur qu'ont toutes les gamines, moi je l'ai eu gamine, de se dire merde, elle est pas assez longue, je vais faire une tache sur mon jean. Non mais t'as déjà eu ça toi Mais aussi? bien sûr. Voilà, Mais, merci. mais même pas que gamine. Mais tout même le temps. encore aujourd'hui, voilà. Dans les pubs où elles portent des putains de pantalons blancs, tu sais, pendant leurs règles. Oui, bah c'est Tu voulu. te dis, mais non, Fucking tu te shit. fous de ma gueule, Et connasse. jamais. Et elle saigne des taches Oh. bleues. Aucune femme ne porte un pantalon blanc pendant ses règles. Jamais. Idée à la con. Slim Jamais. noir. Oui, non, Hicham ne voulait rien dire. Très bien. Une autre faille, c'est que les composantes des tampons et des serviettes hygiéniques ne sont que très peu connues. C'est-à-dire que les fabricants de tampons ou de serviettes, donc Tampax, Always, etc., ne sont absolument pas tenus de d'indiquer ce qu'ils utilisent pour fabriquer leurs serviettes hygiéniques ou leurs tampons. Ce qui est très agréable quand tu le mets à l'intérieur de toi et que tu sais pas de quoi c'est fait. finalement. On sait que jusqu'à la fin du XXe siècle, on trouvait du chlore dans la plupart des marques. Bien. Ah putain. Voilà. Donc Mais glamour. Il y a eu Un peu d'amiante. Ça a été un grand sujet dernièrement où il y a eu pas mal de femmes qui ont eu toxique. des soucis de choc toxique à cause de Ah. tampons, etc. On reviendra justement sur le choc toxique. Il y a également une question écologique. C'est-à-dire qu'une femme a ses règles en moyenne de ses 13 ans à ses 50 ans. Voilà.
Ce sont des règles qui durent 5 jours, qui reviennent tous les mois. Et donc, si on compte pas les périodes de grossesse, une femme a ses règles environ 450 fois dans sa vie. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de tampons. Il y a un institut de sondage, je ne sais plus, je saurais plus vous dire le nom comme ça, je l'ai lu rapidement, qui estimait qu'une femme utilisait en moyenne dans sa vie 12 000 tampons. Donc, c'est énorme parce que. C'est pas mal. Ouais, voilà. Parce que du coup, c'est quelque chose, c'est un déchet Utilisé, après. jeté. Et puis il y a une exactement. partie en plastique pour certains en plus. Des applicateurs. Il y a l'applicateur. Donc, C'est combien, C'est ça, c'est de sur foot tous les tampons ou c'est devenu fait une norme 3000 C'est pas balles, sur, quand même. c'est pas sur tous les tampons, mais c'est C'est pas plus devenu pratique. une norme, c'est un Comment truc. Ça fait 3000 balles. De tampons. Ouais. Dans une vie. Oui, Si on ça part coûte d'une cher. base de 5 euros, Oui, c'est oui, ça sur 5 Ouais, ans. ouais. Puis même 3000 tampons, c'est ça? Non, 12 000. 12 000 tampons, ça fait un sacré volume de tampons aussi. Enfin, ça prend de la place. Tu multiplies ça par le nombre de femmes occidentales qui ont accès à des tampons, voilà, t'as vite le résultat. Pas que ce soit occidental, mais. Non, pas que occidental, mais je veux dire, il faut pas oublier qu'il y a plein de régions dans le monde où les femmes n'ont pas accès à des tampons, tout simplement, parce que ça coûte trop cher, parce que c'est compliqué d'en trouver, enfin, il y en a pas forcément à la pharmacie du coin, enfin, voilà, quoi. Et le tampon, également, il favorise des maladies. Donc, dans la majorité des cas, ça peut, c'est juste une simple mycose, mais oui, le tampon est favorisateur de mycose, favorisateur. Il favorise. On a compris. Il favorise la mycose. Et dans les cas les plus graves, ça peut aller au choc du syndrome toxique. Donc le choc du syndrome toxique, moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans, en voyant qu'une mannequin avait dû se faire amputer la jambe ou les 2 jambes, je ne sais plus, à cause de ce truc-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde d'une nana qui se fait amputer les jambes parce qu'elle a mis un tampon? Et en fait, c'est une maladie infectieuse qui peut toucher à la fois les hommes et les femmes. C'est pas que pour les porteurs de tampons. Elle est assez rare et malheureusement, par contre, elle est très rare, mais elle est très souvent grave. Donc, c'est une bactérie en fait qui pénètre le circuit sanguin. C'est une bactérie qui est liée, je crois, au staphylocoque doré, enfin, en tout cas, qui s'y assimile. Et les femmes sont plus atteintes par le biais des tampons ou des cups. C'est-à-dire qu'il y a plein de nanas qui disent ouais, moi je peux pas être touchée parce que j'utilise des cups. Bah non, la cup elle est aussi en contact direct avec ton sang, donc tu peux tout à fait avoir cette bactérie sur ta cup et avoir un souci. Et le problème c'est que cette maladie, elle affecte en priorité le foie, les poumons et les reins. Les organes vitaux, quoi. Voilà, t'es pas très bien quand ça t'arrive. Et juste pour faire une petite virgule, la coupe menstruelle, peut-être qu'on a des auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce que c'est qu'une coupe menstruelle finalement. Oui. On verrait ça comme quoi un petit entonnoir / gobelet. Oui, c'est un genre de petit gobelet tout mou, ouais, un petit entonnoir. En silicone souvent. Qu'on met à la place du tampon. Et en fait, l'avantage, c'est comme c'est en silicone, ça peut se pincer pour une application plus simple et ça s'ouvre en forme de coupe en fait à l'intérieur du vagin pour recueillir comme un gobelet en fait le sang qu'on enlève et qui est réutilisable en fait pour le coup, qui est plus écologique que le tampon. Exactement. Dans le sens où ça se lave et c'est réutilisable et souvent quand vous achetez une cup, vous en avez 2 comme ça. Ouais, mais c'est récent, mais ça se démocratise pas mal. Ça se démocratise pas mal, c'est une solution qui est beaucoup plus écologique. Ouais. Plus économique. Et économique parce que... Si, c'est très confortable. En fait, on sent rien. Alors, c'est confortable, je crois qu'il y a... Enfin, non, c'est même pas je crois. Il y a différentes tailles. De large, quoi. Il y a différentes tailles, il faut trouver sa taille. Donc, il y a plein de nanas, du coup, qui sont pas convaincues parce qu'elles vont en commander un et c'est pas la bonne taille. C'est trop gros, c'est trop petit, donc il faut en racheter un. Et surtout, c'est économique. Et moi, c'est un souci personnel, allez, je déballe ma vie que j'avais eu, c'est que les bordures peuvent couper. Je vous garantis que ce moi j'en ai pas donc c'est excessivement douloureux, donc il faut trouver les bons modèles parce que là c'est pas du tout agréable de se couper en l'enlevant. l'enlevant. Faire conseiller. Je crois que c'est très absolument, faut demander aux copines. Une sage-femme, une gynéco, même un professionnel, une gynécologue. Oui, mais après elles savent pas dire peut-être le modèle qui convient. C'est vrai que les copines, on en parle déjà plus facilement entre nous. Mais les sages-femmes, elles peuvent t'en proposer en cabinet, etc. Mais c'est vrai que parfois faut persévérer un petit peu pour trouver la cup qui nous convient, mais une fois qu'on l'a, c'est pratique. Mais c'est très économique. Ah bah oui. Par contre, c'est le truc le plus économique de tous, quoi. C'est ça. Mais moi, j'ai eu plusieurs amis qui m'ont dit mais du coup, moi, pour éviter le choc toxique, j'utilise une cup. Alors non, on peut l'avoir autant. Mais le risque est absolument le même. Ça reste encore étranger. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que c'est une maladie qui progresse très très vite. Qui se développe 3 à 5 jours après qu'on ait mis le mauvais tampon, enfin le tampon infecté ou la cup infectée. Et ce sont des symptômes qui sont difficiles à comprendre. C'est-à-dire que c'est des symptômes assez basiques. C'est de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et des pertes de connaissance. Et c'est un choc toxique qui est dans le cas d'une utilisation normale d'un tampon. Absolument. Oui, ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'était quand
il y avait une jeune fille, par exemple, qui avait pas compris le principe qu'il du tampon qu'il fallait les retirer. Et du coup, elle en avait mis plusieurs. Et du coup, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais non, ça peut arriver, à n'importe qui. Mais il faut pas du tout dramatiser. Il faut rester vigilante, mais il faut absolument pas dramatiser parce que ça n'arrive que très, très, très rarement. Donc voilà, mais il faut savoir rester vigilant parce que malheureusement, ça peut être fatal super rapidement. Et dans le meilleur des cas, je crois que ça incombe forcément à des amputations. Voilà. Alors, plein de bonnes nouvelles donc. Ah oui, n'est-ce pas, c'est sympa. Pour finir ce sujet un petit peu plus en gaieté, j'avais envie de vous parler des petites expressions qu'on emploie pour dire que j'ai mes règles. Voilà. Je connais quelques-unes sympas. Alors, j'ai ma concoyote. J'ai tombé de la vache. Les plus employées et les plus célèbres, elles font référence à la guerre. Moi, je trouve ça rigolo. Les Anglais ont débarqué, exactement, qui font référence en fait aux guerres napoléoniennes et plus précisément aux Anglais lorsqu'ils ont débarqué à la défaite de Waterloo. Les tuniques rouges. Et exactement, ils sont arrivés avec des tuniques rouges. Et donc, comme c'était pas un bon souvenir qu'ils sont restés longtemps et qu'ils étaient habillés en rouge. L'image est magnifique. Voilà. Et aux Pays-Bas, on dit le drapeau rouge est hissé. Et en Grèce et en Belgique, on dit les Russes sont arrivés, en référence à l'armée rouge. La feta a tourné. La feta a tourné. Voilà. Le mot ragnagna vient du gascon arunia, ça veut dire désir. Je m'étais toujours posé la question, tiens. Moi, j'avais juste un petit truc sur les règles. J'avais une pote qui disait j'ai mes ours ou j'ai mes grizzlies. Ouais, alors les ours, j'y viens. Parce que pour elle, c'était genre au-dessus des Anglais, il y avait les Vikings, au-dessus des Vikings, il y avait les ours, au-dessus, il y avait les grizzlies. Voilà. Alors en fait, avoir ces ours, j'ai trouvé deux références. La première, c'est une référence à la déesse Artémis, qui est vraiment la déesse féminine au possible, et dont le nom signifie ours puissante. Voilà. Et sinon, une autre version que j'ai trouvée, c'est que certaines femmes ont l'humeur d'un ours affamé durant leurs règles. Alors que j'ai mes Artémis, ce serait beaucoup plus sympa finalement. Oui, bah voilà. Même bon, j'ai mes ours, c'est rigolo. Au XVIIe siècle, on disait le cardinal est à la motte, en référence au cardinal de Mazarin. Oui. Je trouve ça plutôt chic. Élégant. Et on disait également au XVIIe siècle avoir ses catimini. Donc vous connaissez le mot catimini, faire quelque chose en catimini, caché, quelque chose de caché. Et bien en fait, l'expression je fais quelque chose en catimini vient de l'expression avoir ses catimini. Non. Et si, parce que catimini vient du mot katamenia, qui en grec veut dire menstruation. Voilà. Ok. Simple. Donc faire quelque chose en catimini, c'est faire quelque chose en menstruation. Très voilà. bien. Vous le saurez. Très bien. Balance ton synonyme. Bloche. Avoir ses bloches. Oui. Ouais. Oh, putain, je ne savais D'autres pas. synonymes tant qu'on y est. Avoir ses ragnout, avoir ses un C'est petit hommage à Pablo Mira. C'est ragnout. On ne le dit pas, c'est dégueulasse, mais C'est plutôt- ouais. Souvent, plutôt nul. c'est plutôt on chuchotait en faisant j'ai mes règles. Ouais, voilà. Ouais. Alors, c'est pas un synonyme ça. Ouais, je sais pas. Moi, c'était Je les suis Anglais ont débarqué, indisposée. Ouais, Je moi suis aussi, c'était les indisposée. Anglais. Ouais, moi, c'était les Anglais ou le cardinal aussi. Voilà. Cardinal, je trouve ça Je suis en classe. train de tourner un remake de Red is Dead. Ah, c'était trop cool comme sujet. Vu que maintenant il n'y a plus moi pour dire merci. Ah. Merci moi-même. Non, c'était trop cool. Et j'ai appris plein de choses et du coup je serai moins bête. Et voilà. Ça c'est très vous bien. a presque donné On envie aime bien d'avoir quand vos t'es moins règles. bête. Moi j'adorerais. Non, mais c'est vrai Pas que moi, c'est en tant que garçon, c'est aussi une question que je m'étais posée de. C'est une expérience, oui, qui serait intéressante parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai revu passer un article qui disait oui, les médecins ont enfin reconnu que la douleur menstruelle pouvait se rapprocher de la douleur d'un arrêt cardiaque ou ce genre de choses. Et on lit ça en disant ouais, c'est ça, ouais, mais on n'en sait rien Ah ouais, en même ça temps. sert à rien. Et dans toutes les relations On qu'on a vit pu pas. avoir à nos âges, pour le coup, j'ai eu des copines qui avaient des règles invisibles dans tous les sens du terme et des copines qui avaient des règles où complètement pété en deux sur le canapé Très pendant 3 jours à ne pas douloureuses, pouvoir etc., bouger. ouais. Donc c'est surtout la variété des symptômes entre guillemets entre les différentes femmes que j'ai Des toujours trouvé. symptômes et de ce que tu utilises, si tu prends un moyen de contraception hormonale ou pas aussi, ça permet d'atténuer plus ou moins la douleur. Hmm. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes filles qui vont prendre la pilule à partir de 14-15 Ouais. ans. Et puis- Et les papas ont du mal à comprendre, mais elles prennent pas la pilule pour se protéger, mais elles prennent la pilule pour atténuer pour la douleur des atténuer les règles. règles. Puis il y a aussi une maladie qui a été reconnue il n'y a pas très Oui. longtemps, des douleurs L'endométriose. de règles, c'est L'endométriose. l'endométriose. Voilà, donc comme quoi. Hein. Des sujets à creuser que vous pouvez aborder avec vos amis, avec votre gynécologue. Absolument. Et surtout, j'ai découvert une petite perle qui est le musée des règles, mais qui est un musée en ligne qui s'appelle Museum of Menstruation. Voilà. Museum Très of bien. Menstruation. Et vous pourrez voir des techniques de On est- serviettes hygiéniques ou quoi, mais qui datent des années 20, qui sont complètement hallucinantes. Voilà. Eh ben, ça écoute, sur un dimanche pluvieux, fait un peu musée des tortures, mais en tout cas très très intéressant. on ira voir. Et vous pouvez aussi vous intéresser à, il me semble que c'est Jack Parker qui s'était intéressé à ça, qui avait écrit un bouquin là-dessus.
Voilà. Absolument, exactement. Eh bien écoute Alexandre, je crois que c'est à ton tour. Nous sommes tout oui. Prends le bas de combat. Je ne sais comment vous remercier. Merci, merci. La choucrane à tous, la choucrane. Alors c'est avec plaisir que je suis de retour pour parler un petit peu de science. Le choix du sujet fut un peu difficile au début. C'est arrivé par le désir des auditeurs d'en savoir davantage sur l'histoire des sciences. Un sujet des plus passionnants, mais qui devra attendre, puisque notre géniale chroniqueuse et aujourd'hui chef franc-comtoise m'a dit à peu près tu sais Alex, le thème ce sera un peu la journée de la femme, donc si tu peux lâcher un ou deux... Des femmes. Mais elle me l'avait dit, elle n'avait pas encore eu ta chronique. Je la cite à peu près. Si tu peux lâcher un ou deux mots sur ce sujet, ce serait cool, parce qu'il y a déjà pas beaucoup de femmes chez Pardon Maman, que vous êtes tous les mêmes vous les hommes, et que je suis déjà pas payé par Ilias malgré 1 an de lèche-bot absolu. Tout ce qu'il me laisse faire, c'est d'animer la soirée pour la journée des femmes. Donc bref, tu le fais ou je t'encule. Avec un tampon des années 20. J'ai donc décidé par moi-même de traiter un sujet en rapport avec le thème, le prix Nobel de sciences, et pas n'importe lesquels, les lauréates du prix Nobel de sciences, histoire de connaître un peu plus ces femmes de science avec un grand F, comme quoi on reboucle sur ce qu'on avait dit plus tôt. Alors, petite stat d'abord pour les amoureux des chiffres. Depuis 1901, date de la création du prix Nobel, c'est pas moins de 583 Nobel qui ont été décernés pour des travaux scientifiques. Oui, Camille. C'est qui au final qui a créé le prix Nobel? Enfin, c'est Maurice Nobel? C'est Alfred. Alfred. Nobel. Et mais pourquoi? Enfin, juste une petite mini parenthèse de quelques secondes. Hein. C'était une parenthèse très intéressante qui aurait été sans doute intéressante de creuser, n'est-ce pas? D'accord. Alors Alfred Nobel, Passe sous un tunnel et que tu vas devoir continuer. à part le fait qu'il a été prix Nobel de la paix et inventeur de la TNT. J'ai pas. Bon bah nous reparlerons de Maurice Nobel une autre fois. Ouais, mais peut-être on peut. Je pourrais lâcher un truc sur Twitter. Ouais, disons les Nobel féminins. Voilà. Donc, pardon. Sur ces 583 prix Nobel, à votre avis, et au nom de la parité, combien ont été reçus par une femme? 30. 7. 4. Une trentaine. 7. Moi, j'ai pas le droit de répondre parce que je sais. Un peu entre les deux, c'est 18. Sur 593. Et ouais, dont 2 reçus par la même femme, hein, donc ça fait 17 femmes différentes. C'est très peu, aussi je vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur elles, ou en tout cas sur certaines, et sur leurs travaux. Alors je commencerai par la binominée, enfin une des binominées. Binominée en sciences, mais je resterai pas très longtemps sur son cas parce que c'est sans doute la femme de science la plus connue, en tout cas chez nous. Marie Curie. Lorsqu'on vous demande une femme scientifique, vous ne connaissez qu'elle, c'est Marie Curie. Vous ne connaissez qu'elle? Non, il y a ma copine déjà. Oh, pouh. Voilà. Je peux pas dire ça, elle fait de l'histoire. Alors, Marie Curie, elle est née en novembre 1867, à Varsovie, et elle reçoit le prix Nobel de physique d'abord en 1903 avec son mari, et puis Monsieur Qui est mort Becquerel. dans un accident de voiture, ça m'avait choqué ça. Son mari? Ouais, pour l'époque, il s'est fait écraser par un carrosse. C'est vrai qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de trafic. Bon. Alors, début 1900, c'est moche quoi. Ouais, pour leurs travaux sur les recherches sur les radiations, de manière générale, et elle le recevra après en 1911, mais du coup le prix Nobel de chimie cette fois-ci pour ses travaux sur le polonium et sur le radium. Petite anecdote, elle a notamment découvert la masse d'un atome de radium. Voilà. Qui est Non mais on s'en branle. Bien. C'est sur le tableau, tout le monde s'en fout. Voilà. Okay. Le scientifique en carton. Quoi. J'adore Alex, il nous balance des trucs comme ça. Non mais ça, c'est impressionnant d'arriver à connaître la masse d'un atome. C'est pas pour autant que c'est une donnée à connaître dans sa vie. Alors on continue de manière chronologique avec Irène Joliot-Curie. Oui, la fille de Pierre et Marie. Elle sera prix Nobel de chimie en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle, c'est-à-dire la radioactivité provoquée par l'action de l'homme ou de la femme, notamment par exemple pour ce qui concerne l'imagerie médicale. Ah, c'est bizarre qu'elle ait pas été prix Nobel de la paix, hein. Je ne comprends pas. Ah là là. Oui. Sans transition. Alors, anecdote concernant les 2 femmes Curie, elles décéderont toutes les 2 d'une leucémie liée à leur exposition prolongée au polonium. Hashtag fait de la recherche. On enchaîne avec Gerty Cori. On se demande pourquoi du coup t'as changé de voix et t'as passé ton CAPES. Et voilà. Alors j'ai passé mon CAPES d'un autre côté. Les formateurs du CAPES nous ont dit qu'on avait une espérance de vie moins longue de 5 à 10 ans. Voilà. Vive la physique chimie.
Donc Gerty Cori, elle est née à Prague en 1896. Elle est prix Nobel de physiologie. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le prix Nobel de médecine. Et donc quand je dirais prix Nobel de médecine, c'est physiologie ou médecine. En 1947 avec son mari et un autre médecin pour la découverte du processus de conversion catalytique du glycogène. Alors c'est typiquement pour ce genre de sujet où je me suis dit ce serait pas mal de vulgariser un peu. Absolument. En finalement gros, le but du podcast. Voilà. En gros, la découverte du processus de conversion catalytique du glycogène, c'est le principe que tes muscles, lorsqu'ils travaillent, ils vont libérer quelque chose qui s'appelle de l'acide lactique. Et ben ton foie, lui, il va le travailler pour en faire du glucose. Et ce glucose va t'aider à toi gérer tes sucres dans ton corps, en fait. C'est un mécanisme de gestion de la glycémie, du taux de glucose dans le sang. Alors c'est la première américaine à recevoir un prix Nobel, la première à en recevoir un en médecine. Et à cause de pas mal de gros cons misogynes, c'est pas facile à dire. Non, c'est dur à dire. Elle n'obtiendra une chaire que quand son mari sera directeur. Alors soit juste avant, soit en 46, elle a le prix Nobel en 47, parce qu'avant c'était une femme, donc on lui proposait que des postes de stagiaire ou d'assistante. On revient sur un prix Nobel de physique en 1963 grâce à Maria Goeppert-Mayer pour sa découverte de la structure en couche du noyau atomique. Déjà pour moi c'était pas mal gosu. Donc c'était pas mal compliqué. Ok. Merci. Merci. Je n'ai pas tout de suite. Pardon. D'accord. C'est gosu. Ouais, c'est compliqué comme explication. Ce qu'on peut retenir, c'est que grâce à son modèle, on va beaucoup mieux comprendre les raisons pour lesquelles les noyaux sont stables et non pas radioactifs. Donc ça va nous aider pas mal à ça. Ensuite, on a Dorothy Hodgkin, qui elle est anglaise, née au Caire. Elle sera prix Nobel de chimie en 1964 pour ses travaux sur la cristallographie aux rayons X en biochimie. Alors, la cristallographie, c'est une technique qui permet de déterminer, en gros, à quoi ressemblent les molécules dans l'espace. Ça aide à déterminer la géométrie des molécules, et elle va notamment découvrir la géométrie du cholestérol, de la pénicilline et de l'insuline, pour ne citer qu'elle, mais enfin, la liste est très longue. Une fois que t'as trouvé comment on fait, c'est facile de la ramener avec des... Ouais, oui, mais enfin, fais-le. C'est les débuts de la cristallographie qui est encore aujourd'hui très très utilisée. Et c'est ce qu'on faisait, c'était au lycée, c'est ça, non? On devait faire la cristallographie de telle ou telle molécule. Oula, non, la cristallographie. C'est pas la forme des molécules dans l'espace? Non, ça c'est la géométrie VSEPR, c'est autre chose. Oula, pardon. Désolé. Non, la cristallographie, c'est un ensemble de symétrie d'une part et de comprendre comment s'organise la matière à l'échelle microscopique, les molécules. Mais c'est licence de chimie ou de physique. On poursuit sur l'insuline avec Rosalind Yalow, américaine, prix Nobel de médecine 77. Alors celui-là je le cite quand même parce que j'ai pas cité tous les gens avec qui ils étaient prix Nobel, prix Nobel, mais celui-là j'ai dû aller chercher sur internet pour prononcer son nom. Donc c'est Andrzej Victor Chali, ça s'écrit A-N-D-R-Z-E-J. Comme ça se prononce. Voilà, comme ça se prononce, Andrzej, pour ses travaux sur le dosage en radioimmunologie. Alors à la base, c'était pour aider au dosage de l'insuline chez les diabétiques. Ça a été ouvert après à plus d'utilisation. Ce qui est impressionnant avec Rosalind Yalow et ses collègues, c'est que elle va pas déposer le brevet de la technique, mais par contre elle va la communiquer avec tous les chercheurs qui vont venir visiter, justement pour que ça soit vulgarisé. Début de l'open source. C'est cool ça. Ouais, c'était assez cool. Alors là, on enchaîne avec Miss Badass. Barbara. Bizarre quand j'ai cru que c'était son prénom. C'est sa préférée. Ah ouais, Barbara McClintock, parce que c'est hyper impressionnant. Déjà son prénom, enfin son nom. Alors, prix Nobel de médecine en 83 pour la découverte des facteurs génétiques mobiles appelés transposons. Alors l'idée, c'est que dans l'étude des gènes dans le corps humain, de tout ce qui va en fait faire qu'on est brun, qu'on a les yeux plus ou moins bleus, plus ou moins bruns, ça va pouvoir être dans certaines positions de certains chromosomes, mais ça va pouvoir aussi bouger. Ça, elle va le postuler comme idée. Ça ne sera démontré que plus tard. Et au début, on la prend pour une tarée, un petit peu comme un certain Mendeleïev. Enfin,
pas tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a pas mal de scientifiques qui font ouais, mais elle est mignonne avec son maïs, parce que c'est son sujet de recherche. Hein. Oui, elle fait l'étude sur le maïs. C'est la seule femme à avoir son prix Nobel seule dans la catégorie médecine. C'est une des plus éminentes cytogénéticiennes du XXe siècle. Voilà. D'accord. Ok, donc C'est vraiment, elle est un badass, peu, quoi. ouais, elle est un peu à la génétique ce que Lavoisier est à la chimie. Oh. Alors, ce sont les 7 premières femmes à avoir reçu un prix Nobel de sciences dans l'histoire de l'humanité et depuis le début en fait du prix Nobel. Alors, je vais vous en citer, je vais vous citer tous celles qui sont arrivées par la suite et vous expliquer après pourquoi. J'ai pas détaillé plus que ça. Alors, il y a Rita Levi-Montalcini en 86, Gertrude Elion en 88, Christian Nusslein Volhard en 95, Linda Buck en 2004, Françoise Barré-Sinoussi en 2008, Elizabeth Blackburn et Carol Greider ensemble en 2009. Tout ça, c'est que de la médecine. Après, on a Ada Yonath en 2009 pour un prix Nobel de chimie et de nouveau en médecine, May-Britt Moser en 2004 et Yu Tu en 2015. Alors 2015, c'est recherche sur le paludisme. On comprend un peu plus déjà ce que c'est. Oui. Alors si je n'ai présenté que les 7 premières de la liste, c'est pour 2 raisons. Tout d'abord, un listing complet, ça risquait de devenir un petit peu ennuyeux et je trouvais dommage de ne pas rendre hommage aux plus récentes de la liste. En plus, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle 17 femmes prix Nobel de sciences d'Hélène Merle-Béral aux éditions Odile Jacob. D'être clair. Voilà, qui a le mérite d'être clair et c'est ce qui m'a donné en fait l'idée de faire le sujet une fois que Camille me l'avait proposé gentiment. Donc, aimablement. Voilà. Donc j'espère avoir suscité l'envie de certains ou certaines d'aller trouver ce livre pour en savoir un petit peu plus. Et je rajouterai une anecdote personnelle. Un esprit scientifique d'exception que j'ai rencontré au lycée, brillante. Elle venait d'un collège ZEP à l'époque. Elle a fait prépa. Elle a fait classe étoile à Saint-Louis. Elle a intégré une top école d'ingé et elle passe son doctorat au laboratoire de l'X. Filles et garçons ont leur place en sciences. Voilà. Ah, c'est beau, mais tu as tout à fait raison. Eh ben écoute, merci bien. On t'attend du coup pour nous expliquer ce qu'est un prix Nobel lors d'un prochain épisode et pour nous parler de Maurice Nobel. Et du poids. Alfred. Non, toujours. Maurice Nobel. Mais après, sujet de science, il suffit qu'il propose parce que je crois qu'il y avait que l'histoire des sciences qui avait été vaguement proposée dans le sujet. C'est les, c'est les auditeurs. Mais Ouais. oui, chers auditeurs. Et alors histoire des sciences, alors soit faudra le faire avec des historiennes parce qu'ils seront beaucoup plus calés. Mais nous sommes là. On peut faire un truc à deux, hein. J'ai fait ça pour le Capes et la Greg. Ouais, je suis d'accord qu'on fasse un truc à 2, ma chérie. Pas au micro, hein, ce que vous faites d'habitude. Il y a des personnes jeunes qui nous écoutent. Mais après, sinon, ça peut être aussi histoire des sciences sur un sujet. Genre, je sais qu'il y a un truc que j'ai pas mal bossé, c'est l'histoire des sciences de la lumière. Ça peut être un sujet à aborder. Un sujet bien visuel comme on aime. Mais si... Et ben non, justement, tout en oral, ça passe. Si certains auditeurs ont des... Non, Vraiment. C'était bien joué, moi je salue la personne. Bon, allez, on la garde. Très bien, donc je disais, si certains auditeurs ont des envies, des idées de sujets sciences, eh bien nous avons Alex à notre disposition, qui sera ravi. Voilà, tout à fait. De venir... Sous une injonction bien placée de ta part. Mais bien sûr, genre, voilà. je vais t'enculer comme tout à l'heure. Et moyennant une bonne bouteille de vin, de venir nous parler un peu de la science. Tu m'offres un peu de fromage. Bouteille de vin qu'il a ramené lui-même. Oui, non, mais j'ai amené le fromage. C'est surtout le fromage là, qui Oui, l'intéresse voilà. depuis tout à l'heure. La tome, moi j'ai bien vu. Bien. En tout cas, sur ces belles paroles. Exactement, nous passons à Ichouchou, qui ne nous parlera pas d'animaux, mais bon, on va quand même essayer de s'y faire. C'est qui le patron? Maman? C'est qui le patron? Maman? She's got the power. Donc, comme j'ai dit en intro, je vais vous parler d'une tribu très très spéciale. Et en fait, il s'agit des Mozo. Une tribu, enfin, c'est la dernière tribu matriarcale dans le monde. Donc, c'est une communauté bouddhiste tibétaine située dans le sud-ouest de Chine. Elles habitent le long du lac Lugu, à la frontière de la province du Yunnan et du Sichuan. Très bien. Voilà, Je vois à peu près. C'est bien. Donc, elles habitent dans une vallée et c'est une tribu où les femmes sont en charge, tout simplement. Elles décident de tout. Okay. Dans cette tribu-là, il n'y a pas de mot à proprement parler du terme père ou mari. Ah, carrément. Mais genre Carrément. Ça n'existe pas. Mais comment elles en parlent? Tu verras.
Ok. On a un rôle quand même ou pas du tout? Oui. Reproducteur. On en reviendra C'est tout à l'heure. Donc, en fait, c'est le royaume des femmes, tout simplement. Voilà. C'est ouf. Ouais. Elles sont à peu près 40 000 et elles vivent dans plusieurs villages qui longent le fleuve et ils sont depuis, enfin, c'est pas les mêmes, mais depuis plus de 800 ans. Oui, je pense que ça a dû tourner un petit peu, quoi. Mon avis, Sinon, c'est super fort. Précision, quoi. Et sinon, c'est aussi que l'homme a un effet super négatif, parce que si elles ont réussi à tenir 800 ans toutes seules. Non, ça veut juste dire qu'elles ont compris comment il fallait vivre plus vieux. Exactement. Non, donc en fait, les femmes, elles prennent quasiment toutes les décisions, pas juste majeures, mais toutes les décisions. En gros, elles contrôlent l'argent du foyer, elles ont la possession des maisons, donc les maisons sont à leur nom. Elles ont 100% des droits concernant les enfants. Bah, comme la France dans les années 70, quoi. Oui, tout à fait, oui. Mais non, mais pour les hommes, mais... Ouais, sauf que là, c'est tout à fait l'inverse. Ouais, oui, c'est ça, oui. Tout simplement. Et en fait, quand l'homme peut faire des choix, mais quand il choisit de proposer quelque chose... Il est l'aval de sa femme. Exactement, c'est la femme la plus... Pas de sa femme, parce qu'il n'y a pas de mari, je te rappelle. De sa maîtresse, non, d'une femme, de la femme la plus âgée de la maison. Donc sa grand-mère, sa mère, sa tante, peu importe. Horrible. Non mais tu veux faire n'importe quoi. Non mais attends, tu veux faire n'importe quoi, tu dois demander à ta grand-mère si elle est ok. Mais ouais, mais parce que c'est chaud quand même. Ben non, parce que c'est pas du tout la même mentalité. C'est du matriarcat mélangé avec une gérontocratie. Non mais ça serait pareil avec ton grand-père. Je suis désolé, mais tu veux faire n'importe quoi. Tu dis papy, je peux. Non. Ah, mais justement, ce qui est rigolo, non, c'est triste, mais ça correspond vraiment à la France ou d'autres pays il y a quelques dizaines d'années. C'est que tu pouvais pas ouvrir un compte en banque, tu pouvais pas avoir un taf. Justement, j'ai kiffé faire ce sujet. Ouais, ça marche. J'ai kiffé faire ce sujet parce que justement, je suis né en Arabie Saoudite et jusqu'aujourd'hui. T'as vu de femmes avant les 20 ans. Les femmes ont le droit de. Pardon. N'importe quoi. Non, mais les femmes ont besoin de l'aval du père ou du mari ou du frère, même du petit frère, pour faire quoi que ce soit, pour ouvrir un compte en banque. Et puis là, c'est carrément tout à fait l'inverse. Donc je trouvais ça cool qu'il n'y a d'autres choses dans le monde. Donc si l'homme veut faire quelque chose et que la grand-mère, par exemple, dit non, l'homme ne le fait pas, tout simplement. Il n'y a pas de rébellion, quoi que ce soit. Il y a une autre particularité chez les Mossos, c'est le principe du mariage marchand. En gros, tu te maries pas, t'es marié entre guillemets pour la soirée, tu choisis ton partenaire, et le lendemain, c'est un coup d'un soir. C'est un plan cul, quoi. C'est un plan cul. Tout ça. Mais légalisé par le mariage d'un soir. Il y a, tu sais, on te met pas une bague, il y a pas de, c'est le gars il rentre. En gros, quoi. C'est ça, tout simplement. Oui. Mais est-ce que le type du coup devient le père après reconnu? Non, il n'y a pas de père. Justement, c'est le principe du mariage marchand. Rien, ouais, tu viens, tu marches. Ah, mais marchand avec un T? Oui. Ah, d'accord. Parce que moi, marchand avec un D, t'es genre. Non. En gros, en fait, c'est dans la sélection du partenaire. Il se fait souvent lors des fêtes du village où les femmes dansent et séduisent les potentiels partenaires. Voilà, tout simplement. C'est une teuf, quoi. C'est ça. J'essaie de me raccrocher à la chose que je connais. Et c'est à l'âge de 13 ans que les filles passent un rituel d'initiation à l'âge adulte. Donc je trouve ça quand même relativement tôt. Et elles sont libres de choisir n'importe quel amoureux dans la tribu. Même les vieux? C'est mignon. Peu importe. Elles peuvent en avoir autant qu'elles veulent, prendre le temps qu'elles veulent. C'est cool. Tout ça sans se marier. Tu vois le regard de Odekali, c'est combien de temps pour un visa? On déménage. On va déménager. C'est quoi la semaine prochaine? Je sais pas, mais on peut aller voir. Moi, ça m'intéresse. Ouais, très bien. Donc voilà, tout ça sans se marier. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle qu'on est en Chine et c'est un énorme contraste avec le mode de vie chinois où le mariage est forcé carrément. Donc là, pas dans toute la Chine. Mais la plupart, non, justement. Pour les familles un peu tradies. C'est juste que je connais pas bien la Chine, je me dis pas tout. Moi j'ai peut-être raté un truc justement, tu parlais de la province du Sichuan qui est pas un truc désertique non plus, il n'y a pas 3 baraques dans la province du Sichuan, c'est quelque chose qui est excentré cette... On y reviendra. D'accord. C'était excentré, mais on y reviendra. Voilà. Donc en fait, avec tout ça, donc je disais elles pouvaient choisir qui elles veulent, et puis surtout, elles sont pas du tout jugées parce que c'est normal.
Parce qu'aujourd'hui, si une fille couche avec 3-4 personnes, bah, elle est directement traitée de catin, de... Non, jadis, elles étaient traitées de catin. Aujourd'hui, Aujourd'hui, de pute, tout ça. Ouais. Non, de coureuse de rempart. Alors, on a des Rigaud, roues du câble. Gourgandine. Et du coup, bah, en fait, les hommes, ils sont un peu comme des donneurs de sperme au final, quoi. Bah, c'est ce Parce que vous c'est- êtes. Non, alors, Accepte-le, accepte-le. Acceptez-le à un moment donné, les gars. on va défendre les droits des femmes, mais peut-être pas aller de l'autre côté, radicalement. D'essayer d'équilibrer un petit peu. La vie est faite d'équilibre. Bon, ils sont Si pas... ça peut leur faire plaisir. Ils sont pas C'est surtout que... vachement facile à dire qu'on est du bon côté de la balance. Ils sont pas que donneurs de sperme, mais ils aident Non, vous aussi... faites la cuisine aussi. Ils aident leur sœur ou leur mère à, mais ils sont pas tout seuls, à labourer les champs, à construire ou à réparer carrément des maisons. Donc ils sont tous D'accord. les deux. Ils quand participent à la vie Ils active. participent, voilà. Mais des fois ils ont pas besoin d'hommes, donc les femmes n'ont pas besoin d'hommes, donc elles font toutes C'est seules. dingue quand même. Ouais. La seule chose que les femmes ne peuvent pas faire, parce que, je cite, c'est un travail d'homme, c'est de tuer les animaux. Ah, voilà. Ok. On n'a pas Ça de me cœur. paraît plutôt C'est vrai arbitraire. Oui, c'est ça. Non, pas envie, ça salit les mains, c'est mort. Non, non. Bah, ça nique une manucure, hein, d'égorger un mouton. Enfin, Je pense qu'en Sichuan, il n'y a pas beaucoup de manucures. Qu'est-ce que tous pense. C'est quoi la dernière Bref. fois que t'égorges un mouton Hier. Bah, pourtant, ta manicure est magnifique. Pardon. Merci. J'ai mis des gants. Allez, vas-y. C'est bon, j'ai Très bien, fini. on continue. Donc, avec l'absence du mariage, il n'y a pas de possession, entre guillemets. Les femmes et les hommes s'apprécient. Ils apprécient juste la compagnie, puis l'amour, tout simplement, quoi. Putain, mais ça a l'air tellement cool. Pas vraiment. Ah. Et à partir de J'y 21 ans, elle reviendrai leur encore une fois Parce tout que à maintenant, l'heure. je vais vous parler des mandibules. Oh mon dieu, quelle horreur. Ouais. Pour revenir au terme, tu m'avais dit, il n'y a pas de père, il n'y a pas de machin. En fait, quand une femme accouche, on s'en fout complètement de qui elle a accouché. Ok. Comme avec les dauphins. De quoi? Comme avec les dauphins. Peut-être, je sais Pardon. pas. Vas-y, développe pas. Bah, si, avec les dauphins, ça, je crois que c'est ça. Mais vas-y. Donc ouais, on s'en fout complètement de qui est le père. Et en gros, les hommes des familles ils sont là juste pour aider leurs petites sœurs, leurs nièces et leurs neveux, s'il y a des hommes. Oui. Il me semble qu'en cours de sociologie, il y a quelques années, j'avais entendu parler, parce que oui, j'ai fait de la sociologie, et on avait parlé justement d'une communauté en Chine où c'était les oncles qui élevaient les enfants de leurs sœurs. Bah, c'est celle-là. Ouais. D'accord. Bah, Ok. ils les élèvent pas tout seuls, mais Non, ils mais sont là voilà, pour aider, c'est quoi. vraiment les oncles Ouais. qui, du Bah, coup, parce ont qu'il la y a pas de figure père. paternelle. Mais parce que justement, il n'y a pas de père, dans c'est le ça, foyer. c'est exactement ça. D'accord. Tu as bien retenu tes cours de sociaux. Ok, très bien. Et vous m'avez perdu avec tout ça. Pardon. Donc, alors. C'est ça. Chez nous, en tout cas, dans beaucoup de familles, les principales raisons pour qu'un couple reste marié, bon, c'est vraiment en gros, hein. Les enfants. La pression c'est ça. sociale. C'est les enfants, la pression sociale et Le ou crédit de la maison. financière. Exactement. Merde, putain, je pensais dire une connerie. Non, mais Ou de l'amour. c'est ça. Et du coup, bah, tout ça. Non. Oui, j'avoue. Pas La d'amour. principale raison, Non, c'est que mais- les gens non. s'aiment. Pardon mais de pas être cynique, hein, Les- mais... la première année, oui, après, non. Non, mais quand on reste marié, il y a un moment, peut-être que dans des couples où l'amour fade, voilà, commence à baisser, ça diminue, bah, les principales raisons, c'est le fric, les gosses et la pression sociale. Et tout ça, ça s'applique pas du tout chez les mozos. Vu que la vie chez les mozos est tournée vers les femmes, la maternité est vénérée là-bas. Le but pour une mozo, c'est d'avoir des gosses. Elles sont considérées comme femmes complètes qu'une fois qu'elles aient des enfants. Et si t'as pas de gosse, t'es limite pris avec... Enfin, on te regarde en mode « Ah, miskina... Tu es une rebute de Il y a un C'est ça. nombre De quoi Genre, si t'as eu un gamin, c'est pas terrible, mais si t'en as eu 5, 6... Non, tant que t'en as eu un, Tant que c'est j'en ai eu bon. un, ça va. Ouais. Et entre 1979 et 2015... Pas enfant. Non. Déjà là, c'est excessif. Non, entre 1979 et 2015, je te rappelle qu'il y avait une loi chinoise qui limitait les familles à un seul gosse. Ah, oui. Ouais, donc, Un seul gosse par foyer, et Même dans enfant, des endroits ruraux, on pouvait atteindre 2. Mais même là-bas... Même là-bas. C'était la Chine. Oui, c'est la en général. Chine. Donc c'est juste que localement c'est matriarcal, mais après c'est le gouvernement. Ah, mais c'est chinois. quand même la Chine. De toute façon, c'est pas la loi qui décide du patriarcat. Enfin, quoique. Ça aide. Oui et non. Oui. Oui et non. C'est des fois lié. Oui. Bon,
revenons aux enfants des mozos. Qu'est-ce qui se passe si la femme n'a pas envie d'avoir d'enfants? Mais en fait, la question se pose même pas. Parce que elles sont éduquées pour avoir des gosses. Ok. Donc, Il y en a pas qui ont décidé de dire genre bah non désolé. non, enfin pas ce que je sache. Ok. Et c'est qui sont stériles. Et exactement, c'était la prochaine. Hey. Si elles sont stériles ou elles ont que des garçons, parce que pour continuer, ça se transmet de fille en fille, elles adoptent. Et elles adoptent souvent un enfant d'une cousine maternelle, vu qu'on connaît pas le père. Et ça arrive souvent parce que justement, avant 1979, c'était open enfant. Tu pouvais avoir tant d'enfants que tu veux. Et du coup, à l'époque, les familles, elles étaient énormes. Donc, tu as beaucoup de cousines. Donc, c'est facile d'adopter une fille de ta cousine qui en a déjà 6 et qu'elle n'en aime pas un. Ok, mais du coup, je me pose une petite question en termes de brassage génétique. Oui. Vu que tu connais pas forcément bien l'ascendance de l'enfant, c'est super compliqué. Mais ils sont à plusieurs centaines de milliers, donc c'est pas un problème. Ils sont après. 40 000 en 140 tout. 000. Hein. Ouais, mais Oui, ok. 40 000. Ok, toi, pourquoi pas. C'est vrai. Je crois que c'est 35 personnes pour faire. Ouais. Enfin, si t'es 40 000, ça va, tu peux t'en sortir. Oui. Je m'inquiétais pour Ils sont là que depuis 800 ans. Qu'est-ce que 800 ans dans l'échelle de Bouteflika? Pas grand chose. Oh, c'est un truc gratos. Parle plus fort, il entend pas. Donc aujourd'hui, tout ça, enfin les temps commencent à changer. Parce que depuis les années 90, le gouvernement a construit des routes pour relier les villages mozos aux grands axes routiers, justement, Juan. Tu me posais la question. Forcément, ça a changé dans Ça change beaucoup de choses. Ils ont aussi construit des hôtels et même ils sont en train aujourd'hui de construire un aéroport. Ah oui, donc voilà, il y a le début du tourisme de masse qui commence à venir. Mais quand tu veux dire du tourisme de masse, c'est-à-dire que les gens vont se déplacer pour Beaucoup de voir, Chinois entre y vont. guillemets, ça. Ouais. Et d'ailleurs, D'accord, j'ai pour une petite, assister à- petite anecdote. Il y a carrément des personnes qui fraudent, entre guillemets. Ils ont ramené des Thaïlandaises prostituées. Non. Et ils ont dit ouais, c'est une mozo, vas-y, tu peux baiser tranquille, t'as pas machin. Quelle horreur. Ouais, je trouve ça triste. Faire. Il y en a plein qui en profitent. La vie traditionnelle des mozos commence donc un peu à s'éteindre tristement. En général, les femmes dans leur quarantaine et plus continuent les traditions, mais celles qui ont la trentaine, ils commencent un peu à déroger à quelques lois, si j'ose dire, et elles commencent à vivre avec leurs compagnons, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant. Ok. Donc sans être mariés, donc C'est un début c'est de pas le mari, mais ça commence à être le Ça père. reste tu vois. péché, mais les c'est hommes, mieux. les hommes, ils vivaient à côté. Non, ils vivaient avec Dans leur la mère, maison, mais- dans leur maison à eux, de leur famille, D'accord. tout simplement. Mais du coup, là, ça commence un peu à changer. Et puis, il y a même certains couples qui vont se marier à l'extérieur du village et puis ils déménagent carrément. Et j'ai vu une petite stat intéressante et préoccupante pour moi. Il y a carrément à peu près 80% des jeunes du village qui se barrent. En même temps, ouais, avec les C'est aéroports ouf, et les quoi. autoroutes, tu Ouais. découvres Netflix et compagnie. Ouais, mais c'est ouf. Et il y en a qui ont l'intention de revenir, mais pas tous. Mais un peu Ceux comme les Amish, j'imagine. Enfin, tu vas voir ailleurs, puis tu dis genre. Ouais, c'est compliqué. Ça aurait été sur en une fait, île isolée, oui, mais. Il y en a beaucoup aussi qui partent pour l'éducation parce que l'école la plus proche, je parle pas du primaire, mais collège-lycée, l'école la plus proche est à 100 km. Ah putain, le matin, à pied, Donc voilà. Ah, on n'avait Donc, pas eu ce détail. tu déménages. Mais enfin bon, et bon, là je vous ai parlé un peu des choses négatives du tourisme, mais il n'y a pas que du négatif. Ça apportait aussi beaucoup de bien parce qu'avant ils étaient très pauvres et grâce à tout ça, ça leur a rapporte de ramené du l'argent, travail bien sûr. et du coup il y en a plein qui sont guides touristiques, d'autres qui sont serveuses, d'autres conductrices. Mais est-ce que l'argent fait le bonheur? Ah, je pense que oui parce qu'il y a une vieille. Ok, appelez tous les philosophes. Non mais faut prendre ça avec des lingettes. Faisons comme ça. Aude est en train de se pendre au fin fond de la salle. Avec Prenons des ça avec des pincettes. lingettes. Non, Prenons ça parce que avec des lingettes. j'ai vu un petit documentaire aussi où il y a des vieilles de génération qui. Putain, ça y est, c'est parti. Putain, j'avais réussi à faire un truc normal. Allez, je t'écoute. On t'écoute, Hicham, on t'écoute. Les vieilles générations qui adoraient Mao Ouais. parce que et le Parti communiste parce qu'il leur a facilité la vie parce que justement ça a commencé un peu à putain voilà. Moi, je t'écoute. Comment Mao a
plus l'inverse. C'était la fille. Moi, je t'écoute, ça m'intéresse. C'est le parti communiste, du coup, D'accord. il aide tout le monde. C'est le principe d'accord. du communisme. Oui, le principe du communisme. Ok. Donc tout le monde payait pour les serviettes. Voilà. Merci. Ah ouais, vas-y. Vas-y, Sean, Donc, on revient un peu au bien du tourisme. Certaines femmes ouvrent carrément leur maison à des touristes. Il y a carrément des Airbnb là-bas. Ok. Je trouve ça drôle. Il y a aussi l'agriculture personnelle qui se transforme petit à petit à une agriculture commerciale et à plus grande échelle. Là encore, c'est pas que du mal parce que les familles savent maintenant que en rentrant quand tu rentres chez soi, quand elle rentre chez elle, il y aura toujours de la nourriture sur la table. Ouais. Donc c'est pratique de manger quand tu rentres chez toi. Oui, ça se fait. Pour la survie. Et puis finalement, il y a aussi certaines femmes qui louent carrément des terrains pour construire des hôtels. Et je pense qu'elles se font max de Des couilles. Bref, tout ça leur permet de gagner un peu d'argent, mais aussi de rencontrer des personnes qui ne viennent pas de leur communauté. Et c'est pour ça que je pense beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils espèrent de quitter et puis de voir le monde autrement, quoi. Et justement, tu m'avais parlé tout à l'heure, Ilias, quand je faisais mes recherches sur les mozos, je me suis dit que dans une matriarchie, en fait, les femmes sont traitées comme des princesses, et les hommes font tout le sale boulot, etc. Mais en fait, pas du tout. Ça m'a un peu déçu. Comment ça, déçu? Mais non, parce que justement, j'ai l'impression que le terme matriarcal, c'est juste une façon de glorifier la femme, alors qu'elle fait tout. Elle fait tout et l'homme ne fait quasiment rien. C'est un branleur qui baise et qui fait rien. Ok. Et c'est pas du tout l'idée que j'avais. On peut isoler cette D'accord. phrase? Ah oui, donc en fait, ouais, t'avais l'image d'un espèce d'esclavage des hommes, et en fait, non, genre, elle gère tout. Je dirais pas jusqu'à esclavage, mais c'est ça. Oui, je grossis le trait, mais. C'est ça. Effectivement, et du coup, c'est intéressant parce que. On vient d'avoir un high five de femmes au-dessus de la table. J'ai pas suivi. Ouais, non plus, mais je suis à la C'était pour isoler la femme, la phrase les hommes ne font que baiser et branler rien. On s'est dit que c'était la palissade. Voilà. Très bien. Pour ceux qui ne comprennent pas, googliser la palisse et vous comprendrez. Enfin bref, si on est loin de l'égalité des sexes, les mozos, ils ont trouvé quand même un fonctionnement aussi viable que le nôtre, alors que c'est complètement différent. Ils continuent à vivre. Tout se passe bien, il y a pas, ils ont une harmonie et aujourd'hui on voit pas du tout les choses de la même façon et pourtant elles montrent bien que les préjugés concernant les femmes sur les forces ou la puissance de telle ou telle personne, c'est influencé par les relations qu'on a entre nous, par les rôles sociaux qu'on a tous les jours les rôles sociaux qu'on a autour de nous et pas par le sexe d'une personne. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, les rôles sociaux changent. On en parlait tout à l'heure. On est très loin de l'époque où l'éducation pour les femmes est considérée comme une perte de temps, où c'était impensable qu'une femme puisse voter. Et je pense que c'est super intéressant. Et surtout en Chine, c'est un pays où on considère les femmes célibataires à plus de 27 ans. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est pas grave. En Chine, on est dans un pays qui considère les femmes célibataires de plus de 27 ans comme périmées. Et le fait que les mozos commencent à côtoyer les autres, peut-être que ça va faire changer la mentalité de quelques personnes. Et je pense même qu'on devrait s'en inspirer ici en France. Bien, merci beaucoup pour ce beau voyage. Information à prendre avec des lingettes. Beaucoup de lingettes. On a appris qu'on était bientôt périmés, Camille. Moi ça va, mais toi oui tu l'es. Pas encore. Bientôt. Tout ça pour dire que... c'est Ilias qui reprend la main. Ouais. Ilias, nous t'écoutons. Allez. Elle est si intelligente. If I go to Harvard Law School, fine, I'll do what the men do. Ça c'est bien vrai, mec. T'as tout dit. Vous avez entendu dans cet extrait la personne dont je vais parler, qui n'est autre que Margaret Hayfield Hamilton.
Est-ce que certains d'entre vous la connaissent? Je vous en avais parlé un petit peu vu que je préparais le De sujet. nom, effectivement. Oui, parce que tu m'as dit, t'en parles pas, t'en parles pas. C'est vrai. Bah ok, oui, c'est une grande scientifique. C'est effectivement une très grande scientifique et je vais vous en parler rapidement, mais enfin pas non, je t'en parle rapidement. Mais c'est une des personnes à qui on doit les fondements de l'informatique moderne, du développement logiciel moderne. Donc c'est assez impressionnant. Alors Margaret Hamilton, elle est née le 17 août 1936 dans l'Indiana, donc aux US. Et c'est une passionnée de mathématiques et était particulièrement fascinée par la résolution de problèmes complexes. Et surtout le fait de trouver des solutions qui facilitaient la vie. Alors selon ses propres mots, c'était peut-être une signe d'une certaine flemmardise de sa part. Mais bon, comme beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques en fait, hein, on cherche juste à se faciliter la vie. Elle a obtenu un bachelor degree en mathématiques avec une mineure en philosophie en 58. Donc le bachelor degree, c'est l'équivalent d'un bac plus 3 licence avec le système actuel français. Et après cette obtention de diplôme, elle a enseigné les mathématiques et le français au lycée pendant quelques années, puis elle a déménagé au Massachusetts. Alors, est-ce que vous savez ce qui se trouve au Massachusetts? Les Américains. Le MIT. Ouais. Pas tous en même temps. Donc le MIT, ok. Et autre chose peut-être? Un Burger King. La cantine du MIT. Il y a Boston, d'accord, mais tu sais qu'on a des micros. Il y a le MIT Aucune et il y a idée. Harvard. Ah bah oui, Ah, d'accord, oui. effectivement. Effectivement, parce que son mari, il étudiait le droit à Harvard et elle souhaitait faire un doctorat en mathématiques fondamentales. J'imagine que ça te parle, les mathématiques fondamentales, Alex? Non. J'en ai quasiment pas fait. J'en ai fait un tout petit peu en prépa et vraiment très peu. Bah, en gros, la signification. C'est super intéressant, mais. En gros, ouais, c'est que c'est le contraire des maths appliquées. C'est qu'on va se baser sur la théorie et sur ce qui est abstrait. On appelle ça aussi les mathématiques abstraites. Okay. Donc à l'époque, elle raconte justement, c'est ce qu'on a entendu dans le jingle. On attendait de la part des femmes, des étudiants d'Harvard, qu'elles servent le thé pendant la réception. Et là, elle a dit. Elle a dit à son mari, c'est mort, si je vais à Harvard, je ferai ce que font les hommes, aucune chance que je serve le thé. Elle a dit c'est mort. Ce qu'on a attendu non, dans elle a la... dit, mort, mec. there is no way I'll be pointy ou un truc comme ça. Ce qu'on a entendu dans ton jingle d'ouverture. Ouais, sachant C'est que mort. je l'ai tiré d'une interview où elle en parle avant, du style genre vas-y, c'est mort, je ferai jamais ça. Ok. Elle était soutenue par son mari là-dessus et il encourageait sa prise de position. En 1960, elle va finalement prendre un poste d'intérimaire au MIT pour financer les études de son mari à Harvard parce que ça coûte la peau des... elle fait ça en fait en attendant que lui rende l'appareil parce que du coup, avocat sorti d'Harvard, ça touche un petit peu. Donc c'était un prêté pour un rendu. Quand elle va arriver au MIT, sur ses premiers projets, en fait, elle a répondu à une annonce pour développer des programmes informatiques de prévision météorologique. Alors à l'époque, l'informatique c'était peu ou pas enseigné à l'école, donc elle va apprendre sur le tas et en fait elle va se trouver très très douée dans le domaine et surtout extrêmement impliquée. Donc on y reviendra, mais c'est une caractéristique de sa carrière et de sa personnalité, elle est monstrueusement impliquée. Elle va commencer à se faire remarquer en 1961 et on lui demande de travailler sur un programme du projet SAGE, qui est un programme de détection aérienne pour l'armée. En fait, c'était une sorte de bizutage parce que c'était un programme sur lequel on envoyait tous les nouveaux pour les faire baver un petit peu parce que c'est un programme que personne n'avait réussi à faire fonctionner depuis des années. La petite particularité de ce programme, c'est que apparemment c'est un petit farceur qui l'avait développé parce que tous les commentaires du code étaient en grec et en latin. Et tous les messages c'est marrant, et tous les messages de sortie, le message d'erreur du programme étaient aussi en grec et en latin. Donc c'était un peu la misère, mais Hamilton a fini par le faire fonctionner. Donc magie, oh là là, force et honneur. Donc sur ce projet, elle a travaillé 2-3 ans et ça lui a permis de se faire remarquer et d'intégrer le laboratoire Draper qui travaillait à l'époque sur les programmes embarqués par les fusées de la NASA. Donc déjà, ça commence à peser gentiment, ça commence à être pas mal. Avant de passer sur son expérience NASA, j'ai parlé rapidement de la philosophie de l'informatique à l'époque, enfin de là où c'en était. Alors à l'époque, c'est vraiment les balbutiements de l'informatique. Ouais, j'imagine, ouais. Bah ouais, en fait, surtout dans le sens où, si vous vous souvenez du premier épisode de Pardon Maman, on parle des premiers hackers. Les hackers à l'époque, ils avaient des boîtiers téléphoniques, ils hackaient, oui, avec un H aspiré. Oui, ils hackaient. Mais voilà, ils hackaient le système, le réseau téléphonique avec des petits boîtiers électroniques. Donc c'était vraiment le règne ce qu'on appelle le hardware, donc du matériel. Et à l'époque, on allait vraiment réfléchir à la science de concevoir et de produire des composants physiques, mais pas encore les développements logiciels. C'était fait plus ou moins à l'arrache, et il n'y avait aucune intelligence qui était mise dedans. Donc elle arrive sur un terrain vierge, elle va se faire un plaisir justement de débroussailler tout ça et de faire en sorte de développer tout ça. Elle a vraiment une
elle découvre le développement logiciel avec son expérience au MIT et elle prend un plaisir fou à le faire. À l'époque, on n'avait pas encore donc effectivement identifié le développement logiciel comme un enjeu majeur, mais elle si. Donc elle va mettre beaucoup d'entrain et beaucoup de passion dans le fait de faire les choses proprement bien, de manière réutilisable, industrialisable, enfin beaucoup de choses. À l'époque, c'était justement tellement pas considéré comme un enjeu que un de ses premiers programmes, après la gestion météorologique, c'était de faire un programme qui serait appelé en cas d'abandon de la mission. Et elle considère qu'on lui a donné cette mission parce qu'on considérait qu'on n'aurait pas besoin de faire appel à ce programme. Donc c'est vraiment qu'on pensait que c'était vraiment une mission pas très importante et qu'il n'y aurait jamais besoin de faire appel à ce logiciel. Non, ok, tout va bien. Et toute la force, au cours de sa carrière, en fait, toute la force de Hamilton et l'innovation qu'elle a portée, c'était justement le fait de prendre en compte ses erreurs et de faire en sorte que le système se comporte normalement, quoi qu'il se passe, quelles que soient les erreurs, et qu'il puisse remplir sa mission. Elle avait beaucoup d'ambition et, comme je disais, elle a posé les bases de l'informatique moderne. Jusque-là, est-ce que tout va bien ? Ça va. Absolument. Mais il y avait déjà des langages développés informatiques ou pas du tout ? Alors, très certainement, là, je vais pas pouvoir te donner le nom tout de suite. Initialement, c'était effectivement parti sur des cartes perforées, et puis après, oui, il y a dû y avoir des langages basiques. Et elle a vraiment inventé un langage que je ne pourrais pas te citer là. Il y a un sigle en 3 lettres. Je crois que ça va être New Universal Coding Language ou quelque chose comme ça. Mais à l'époque, alors, je ne sais pas exactement en quoi il codait. Je ne peux malheureusement pas te dire. Mais oui, effectivement, c'était les prémices, quoi. Du coup, maintenant, je vais faire un petit passage aussi sur le caractère passionné de Hamilton. Souvent, elle était qualifiée d'extrême dans son travail par son engagement principalement. Donc, elle s'y jetait à corps perdu. Elle faisait souvent des longues soirées ou des longs week-ends au travail, et elle emmenait sa petite fille Lorraine pour ses soirées à travailler. Et justement, la petite Lorraine, pendant que sa mère travaillait et testait des logiciels, parce que c'était pour les navettes, les fusées qui allaient partir dans l'espace, il y avait un petit simulateur qui permet de tester tout ça, et la petite fille, elle s'amusait à jouer avec ça, et justement, transition vers Apollo 8. Un jour, alors que Hamilton travaillait sur le logiciel qui allait être embarqué par Apollo 8, sa fille jouait avec le simulateur et elle déclenche un bug qui, en fait, elle va enclencher le module de pré-lancement alors que le simulateur était déjà en vol, et là, surcharge, tout plante. Donc, autrement dit, dans la réalité, ça aurait été un crash. Donc Hamilton se dit putain, ça pourrait carrément se produire. Donc elle va voir les mecs de la NASA, elle leur dit faut créer un correctif pour ça parce que sinon ça risque de péter. Et les mecs leur ont dit non, c'est mort, pas besoin, nos astronautes sont entraînés à ne pas faire d'erreur. Donc elle n'a pas le droit de le faire, elle ne le fait pas. Apollo 8 part, et qu'est-ce qu'il se passe à votre avis ? Boum, bing, boum. Et non, pas boum, heureusement, parce que 5 jours, mais il y a quand même un problème, parce que 5 jours après le lancement de Apollo 8, il y a un astronaute qui fait quoi ? Qui enclenche le module de pré-lancement par erreur. Ah là là, qu'est-ce qui se passe ? Et ça pourrait faire d'écraser les données qui est nécessaire à leur retour sur Terre. Autant dire que c'est un petit peu chiant. Donc avec son équipe, avec l'équipe d'Hamilton, ils ont dû créer un correctif rapidement et l'envoyer jusqu'à Apollo 8 qui était en orbite, enfin en tout cas dans l'espace. Donc autant dire qu'à l'époque c'était un petit peu galère parce qu'il n'y avait pas de 3G, il n'y avait pas de machin. Donc finalement tout se passe bien, ils arrivent à envoyer ce correctif, mais tout ça aurait pu être évité s'ils avaient écouté Hamilton à la base et qu'elle avait pu développer son bazar. Mm-hmm. Maintenant on va passer à Apollo 11. Alors Apollo 8 c'était fin 68 et Apollo 11 à peu près mi-69, donc ça a été très proche. C'est pour ça que Apollo 8 c'est souvent éclipsé, même si c'était un des premiers vols où il y a eu un premier vol avec des êtres humains en fait à l'intérieur, où ils ont fait plusieurs fois le tour de la Lune si je dis pas de bêtises. Donc c'est déjà assez impressionnant, mais quelques mois plus tard à peine par Apollo 11, donc la fusée qui s'est posée sur la Lune. Oh oui. Et ce qui s'est passé aussi, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que 3 minutes avant l'alunissage de Apollo 11, un problème survient. Il y a encore une fois un astronaute qui a fait une connerie, qui a laissé un radar enclenché, sauf que ce radar prenait à peu près 13% des ressources de la fusée. Comment ? De la fusée ? De la fusée, quoi. Quelle ressource ? La capacité de réflexion. 13% des ressources de l'ordinateur. Oui, sauf que comme Google Chrome. Non, mais sauf que l'alunissage demandait 90% des ressources. Donc autant dire que 90 plus 13, ça fait clairement plus de 100. Donc problème. Donc ces astronautes ont vu un message d'erreur s'afficher, genre c'est la merde. Mais heureusement, en fait, ce message d'erreur disait j'ai trop d'informations à traiter, donc je vais traiter en
donc je vais les prioriser. Et ça, c'est un module que Hamilton a développé elle-même pour prioriser les informations quand il y avait trop de calculs à effectuer. Ça, c'est une première également parce qu'à l'époque, on développait les programmes et les logiciels pour que les ordinateurs traitent les informations au plus vite, mais sans forcément les prioriser. Donc c'est clairement grâce à Hamilton que des hommes sont arrivés sur la Lune en 69, ou en tout cas dans un autre état que sous forme de compote. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, Hamilton. Et ouais. Maintenant, je vais conclure assez rapidement sur ce qu'elle a pu faire, sur ce qu'elle a. C'est déjà pas mal ce qu'elle a fait. Ouais, c'est tranquille quoi. C'est quand même une des meufs les plus badass de l'histoire, quoi. Absolument. Ouais, mais elle est vraiment ouf. Sachant qu'elle est partie d'une T'as fait licence. quoi toi au même âge, pauvre merde? Je suis arrivé Division 1 sur FIFA. Hein? Question à faire. Pas mal. Ouais. Non mais voilà, elle est partie, elle a fait une licence et après elle a rejoint le MIT, elle a travaillé pour la NASA, elle est devenue, il me semble, directrice des développements du MIT. Des développements logiciels, donc c'est quand même assez ouf et avec un engagement fou. Elle a apporté une innovation dans le domaine qui sont sans précédent. Et c'est même elle qui a créé, à qui on attribue la création du terme software engineering, donc génie logiciel, donc la science de conception et de développement des systèmes informatiques. Donc c'est vraiment elle qui l'a, en tout cas on lui attribue l'apporter pour la première fois. Au début les gens ne la prenaient pas au sérieux et ce sont ses collègues du hardware qui ont commencé à dire oui, c'est aussi important que le hardware, donc il faut considérer ce que cette dame dit. Qu'ils ont eu bien raison, et elle avant tout. En 2016, quand même, pour tout ce qu'elle a fait, elle reçoit la plus haute distinction civile aux États-Unis. Oui, elle est encore vivante, hein. Ouais, toujours vivante. Vieille, je pense, mais bien vivante. Ouais. Pas toute jeune, forcément. Ouais. Mais c'est bien la moindre des choses. Nul n'est éternel. Là. Donc elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté, donnée par Barack Obama donc en 2016. La classe. Et ça va me permettre de faire un petit... pas du tout la médaille, en fait, mais son histoire... là, comme on le voit, on trouve ça super inspirant, super classe, elle a un peu la folie. Mais vous savez que l'informatique, c'est un domaine qui est relativement boudé dans les études, et du coup dans la vie professionnelle. Et il y a des études qui ont été menées, c'est aux États-Unis si je dis pas de bêtises, qui comparaient les pourcentages de femmes dans différents domaines, donc informatique, médecine, droit et physique. Et alors ça fait un petit peu peur. Beaucoup en droit. Beaucoup, c'est-à-dire. Il y a beaucoup de femmes en droit. Alors tu vas voir, en fait ça commence dans la fin des années 60, donc tous ces domaines sont à peu près entre 5 et 15%. Bon, il y a des gros écarts, mais c'est juste pour dire qu'effectivement à l'époque c'était vraiment pas brillant, quoi. Donc ça c'est fin des années 60. Dans les années 80, il y a une grosse progression généralisée. Tous les domaines suivent le même chemin et ils montent tous entre 30 et 40%, ce qui est déjà plus respectable. C'est toute matière confondue, toute matière, juste pour ça là, informatique, médecine, droit et physique. Ouais. Mais bon, c'est pas encore la folie, mais c'est déjà ça, sacrée progression en 20 ans. Donc toutes les... Et ensuite, donc là on a 30-40% des années 80, et ensuite tout continue de progresser pour atteindre les 40-50% dans les années 2000, sauf l'informatique. Et là c'est la dégringolade parce que à partir de 1985 le pourcentage de femmes baisse continuellement pour atteindre un plateau qui est à peu près à 17% à partir de 2007. Et ce plateau s'est stabilisé jusqu'à 2010-2015, donc j'ai pas les derniers chiffres, mais c'est assez dramatique, sachant que c'est monté jusqu'à 37%, je crois. Donc ça c'est fou. Et pourquoi ? En fait on sait pas exactement, mais c'est potentiellement l'apparition et le développement de stéréotypes dans le milieu de l'informatique. Donc l'environnement masculin, le binocle à lunettes, asocial, tout ça qui a contribué à créer une ambiance néfaste pour les jeunes scientifiques et futurs ingénieurs et développeuses qui voulaient investir ce domaine. Il y a quand même un truc sympa, récemment, il y a l'ancien labo de Hamilton, qui est le laboratoire Draper, qui a lancé une opération Inspiring Girls, qui est du 1er au 16 mars de cette année. Et en fait, c'est un concours pour des lycéennes américaines, elles doivent répondre à certaines questions techniques, et si elles répondent correctement, elles peuvent... je ne sais plus si faire une publication, mais en tout cas visiter le laboratoire, rencontrer des scientifiques et certainement rejoindre ce laboratoire pour faire de la recherche par la suite, ou en tout cas les motiver et les inspirer pour suivre cette voie. D'accord. Et voilà, et ce sera tout pour moi sur ce sujet. Sacrée bonne femme. Oui. Ouais. Impressionnante. Pour info, Margaret Hamilton, vous l'avez déjà vue sur une photo, très certainement. Oui. Ah bon ? Elle est debout à côté de son code. Ce qui est une espèce de pile de papier qui est plus grande qu'elle, je crois, sur la photo. Elle fait à peu près sa taille. C'est une photo très connue, donc vous avez sûrement déjà vu cette femme
sans même le savoir. Et on vous conseille vraiment, enfin moi en tout cas je vous conseille de vous y intéresser parce qu'elle est vraiment impressionnante et pour tous ceux qui traînent dans le milieu du développement ou non, mais elle a vraiment, comme je disais, lancé ces bases-là de gestion d'erreurs, reprise sur erreur, de stabilité des systèmes, d'industrialisation. C'est les bases pas des langages objets, mais quand même c'est des bons débuts et c'est c'est vraiment presque émouvant de voir tout ce que une personne a pu réaliser. Faire. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci pour ce sujet. Exactement, merci beaucoup. Écoutez, j'ai l'impression que c'est la fin de cet épisode. En tout cas, on a bouclé tous les sujets qu'on avait à boucler. Mais oui, donc... Qu'est-ce qu'on a raconté à nos auditeurs ? On peut raconter qu'il va se passer plein de belles choses dans les semaines à venir. Alors, moi déjà, je peux dire qu'on a un Instagram grâce à Hicham. Qui est en plein développement. En plein développement, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus, mais on y travaille. On est au taquet, ça va le faire. On fera un post par follower. Non, mais en vrai, c'est proportionnel. développe. Plus il y aura du monde, plus on aura quelque chose à foutre. Pour l'instant, comme il n'y a personne, on s'en fout un peu. Mais plus il y aura du monde, plus on s'en occupera. Donc, rejoignez-nous. Absolument. Et au passage aussi, on a rajouté une petite page sur notre site parce qu'on a pensé à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter des podcasts et qui voudraient savoir comment faire. Donc pour expliquer à qui veut comment écouter un podcast, que ce soit sur ordinateur, sur Mac, sur smartphone, Android, sur iPhone. Donc que ce soit pour nous écouter ou le passer à d'autres personnes, n'hésitez pas à faire tourner ça. Et j'ai vu, on va bientôt être sur Spotify. Et oui, ça va venir. Ça c'est la classe. Bien. Pour les gens qui n'ont pas écouté, le fait que Spotify, c'est ceux qui payent le moins les artistes. Oui, c'est la classe quand même. On est pas c'est vrai. Comme toujours, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook, le Twitter. Vous pouvez venir nous poser des questions, vous pouvez venir nous dire si on a dit de la merde. On est tout oui et tout oculaire. Et si vous avez envie de dire qu'on a dit quelque chose de pas bien, plutôt que juste dire vous avez dit quelque chose de pas bien, si tu as la réponse, l'ami, partage, histoire qu'on se couche moins con. Moi, je veux des preuves que c'est des pincettes et pas des lingettes. Très bien, c'est pas compliqué. Demande à Google, finalement. Mais plus vous êtes critique vis-à-vis de ce qu'on fait, plus on est content, parce qu'effectivement, on peut se tromper ou bien faire une vulgarisation intentionnelle, mais on sera toujours content. Et puis on a reçu encore une fois des messages bien sympathiques et puis discuter avec quelques personnes sur Facebook. Si vous avez besoin aussi de petits conseils, ça nous fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain, puis il faut bien partager parce qu'on était content qu'on nous donne des conseils quand on a commencé. Absolument. 5 étoiles sur iTunes. 5 même plus, 6, 7. C'est pas possible, 12. Ça s'arrête à 5. Non mais c'est pas grave, on va trouver une technique. C'est ça. Autant d'étoiles. Non, mais vraiment, on est tout oui. Vos messages nous font toujours énormément plaisir, donc n'hésitez vraiment pas à nous donner des avis, des opinions, des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. On lit tout, on prend tout, on analyse tout, et on se perfectionne. Du moins, on essaye. On n'a toujours pas créé de boîte postale pour les offrandes, parce qu'on va pas donner l'adresse publique non plus pour l'instant. Non, mais ça viendra parce qu'on veut des offrandes. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer de la cancoyote en grande quantité. Non. Ouais. Ou peut-être que vous aurez l'occasion de nous donner ça en main propre, qui sait. Bientôt peut-être. Voilà, qui peut-être sait. dans les mois qui viennent. Si jamais il y avait une IRL qui se profilait. Écoutez les prochains épisodes, peut-être qu'on vous en dira plus. Ouais, peut-être avant l'été, qui sait. Oh là là. Et là aussi, si ça devait se produire, vous n'hésitez pas à faire des propositions. Peut-être qu'on les écoutera. C'est beaucoup de peut-être là quand même. Oui, mais on est très peut-être-if. Ça fait une belle conclusion. Moi j'aime bien. Voilà. Très bien, invente des mots. Exactement. Camille, tu reprends la main pour cette fin d'épisode. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire à tous un immense merci. Merci Alexandre, merci Aude, merci à l'équipe habituelle. Voilà. Hicham, je pense qu'on est tous très déçus que tu nous aies pas parlé d'animaux, mais je ne perds pas espoir pour le prochain épisode. J'ai un auditeur qui m'a demandé de faire un épisode une chronique sur les vers de terre. Et je t'ai écouté, je serai là. Eh bien voilà, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, merci à tous. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, on se retrouve, et à toutes. Et on se retrouve très très vite, et je vous rassure, je rends le micro à Ilias à partir du prochain épisode. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Dans 2 semaines. Gros bisous, portez-vous bien. Salut, bisous, la bise. Bien à vous, cordialement. Et vous Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.